Alors aujourd'hui, on va réfléchir ensemble sur l'après. J'avais envie de dire sur l'après-crise, mais c'est pas vraiment l'après-crise, parce qu'on le voit encore ce matin, la pandémie, la COVID fait des ravages. Donc, le gouvernement du Québec va annoncer des changements pour la gestion des bars. Ça veut dire qu'il faut encore s'adapter, il faut encore voir à mettre en place des nouvelles options pour nos organisations. Donc, on va parler non, pas de l'après-crise, mais comment, je dirais, naviguer dans la crise et se relancer dans la crise. Je pense que c'est vraiment plus comme ça qu'on doit le conjuguer parce que malheureusement, on n'a pas trouvé encore de remède et encore moins de vaccins. Bien qu'on croise les doigts puis on voit des entreprises d'ici innover, repousser les limites, on voit toute la communauté scientifique se mobiliser. Donc là-dessus, c'est porteur. Je pense qu'il y a des choses porteuses qui se passent, mais encore là, il faut donner le temps au temps. Donc, c'est un forum qui va se passer en 3 parties. 3 parties, un échange avec les décideurs. Je vois Marc Demers qui est là. Il sera accompagné de Stéphane Boyer, qui est le conseiller responsable du développement économique. Il y aura aussi le ministre responsable de la région de Laval, mais qui est aussi ministre des Finances, et j'ai très hâte de l'entendre sur comment il voit justement les finances publiques actuellement et comment les gouvernements peuvent agir. On va parler du gouvernement de proximité de Laval, mais aussi du gouvernement du Québec, comment les gouvernements agissent et interagissent aussi entre eux peut-être, parce qu'on a vu hier ce portrait du gouvernement fédéral qui, mon Dieu, nous donnait des frissons. En même temps, on se disait, on n'a pas très le choix, c'est une espèce de passage obligé, mais comment on va faire pour passer à travers aussi cette crise des finances publiques qui doivent contribuer en même temps au développement économique. Donc, un premier volet comme ça. Un autre volet où vous aurez davantage la chance d'interagir. Je vais être votre relais parce que vous allez pouvoir poser des questions dans la section de chat. Et Marie-Ève, qui est la directrice du marketing de la Chambre, va pouvoir me relayer ces questions-là pour s'assurer qu'on est vraiment en interaction. Et dans le panel de réflexion, il y a le scientifique en chef qui est Rémi Quirion et Henri-Paul Rousseau, qui est maintenant professeur au HEC et chercheur au Cyrano, qui vont être avec nous pour mettre des pistes, pour nous aider à réfléchir davantage. Et le troisième volet, là, ça va être vraiment, vraiment votre contribution à vous parce que c'est 6 chantiers sur lesquels vous allez réfléchir, donc des chantiers où vous allez parler de développement durable, de commerce, d'achat local, du manufacturier qui doit se repenser, des secteurs en émergence, mais aussi des secteurs qui vivent davantage de difficultés et évidemment un défi qui reste quand même très présent, qui est celui des ressources humaines. Comment on fait pour recruter les bonnes personnes en temps de crise, pour s'assurer que les gens sont là, malgré aussi des aides qui viennent des gouvernements, puis qui ont l'air parfois d'être plus des freins que des accélérateurs. Alors, ça, c'est notre plan pour la prochaine heure et 3 quarts à peu près. Puis après ça, vous allez continuer avec le volet des chantiers. Alors, déjà, Caroline, vous l'avez mentionné, vous pouvez vous présenter à tous dans la zone chat. Donc, vous mettez votre nom, votre entreprise, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui vous anime et tout ça. Et c'est une bonne façon aussi d'interagir avec les gens qui sont là parce que il est certain que si on était en présentiel, ça c'est un mot qu'on a développé, hein, qu'on connaissait mieux. On connaissait bien le virtuel, le présentiel, c'est pas un mot qu'on utilisait beaucoup, mais là, donc, si on était en présentiel, on pourrait se toucher, on pourrait networker, mais là, on peut le faire au moins à travers cette zone chat qui est là pour nous, d'être capable de connecter avec des gens, de parler avec des gens malgré tout, et ça nous permet de rendre ça un peu plus concret et de tisser des liens malgré la distance qui nous sépare. Je veux en prendre ce moment-ci pour remercier les partenaires parce que des événements comme ceux-là, encore là, si on était en présentiel, peut-être qu'on aurait chargé un frais d'inscription, puis il y aurait eu un lunch, puis on aurait pris le temps. Mais là, c'était pas possible. Et quand on fait ça en virtuel, mais peut-être qu'on se dit, on va essayer de rendre ça encore plus accessible aux gens parce que c'est la connexion, puis on ne peut pas offrir cette valeur ajoutée du lunch et des différents échanges. Alors, ça prend des partenaires et aujourd'hui, on a des partenaires vraiment essentiels qui sont JMA Diagnostic, Desjardins Entreprises, on entendra son porte-parole un peu plus tard, l'Université de Montréal, le campus de Laval. Et ça, dans les ressources, vous allez en parler dans les chantiers. La formation, hein, on l'a dit,
Le gouvernement du Québec en a parlé. La formation, ça va être clé. Moi, je dis qu'il faut apprendre toute la vie. C'est ça qui nous donne cette souplesse, cette agilité pour nos organisations de pouvoir se relancer souvent. Alors là, ça va être un enjeu, je pense, majeur. Et Cohésio, un autre partenaire important. Maintenant, c'est le moment de vous passer la parole à celle qui est arrivée, moi, je dirais, dans la tempête. Hein. On s'est connus dans la tempête. Depuis, elle voit aux destinées de la Chambre en innovant au quotidien. Moi, j'ai vu ce qu'elle a fait avec son équipe. C'est incroyable. Elle vous a donné des rendez-vous presque chaque jour pour vous mobiliser, vous encourager, vous tenir les coudes serrés. Alors, c'est Caroline Deguire qui est la directrice générale, la présidente directrice générale de la Chambre. Caroline, la parole est à toi. Merci, Marie. Un grand merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Et puis, bonjour à tous et à toutes. Alors, effectivement, là, je suis arrivée en janvier dans une période un peu particulière, 10 semaines avant la pause économique. Alors, je ne cacherai pas que mais la Chambre de commerce est une organisation forte et je dois vous dire à quel point qu'on est fiers tous de constater la grande mobilisation à la fois de la communauté d'affaires, mais des organismes et des élus également autour de ce qui nous touche tous dans cette belle ville de Laval qui nous tient tous à cœur pour des raisons de Lavallois, des raisons de chefs d'entreprise Lavallois. Et donc, un grand merci d'être avec nous. Je voudrais souligner justement la présence de nombreux élus. Et puis, je vous le dis d'avance, s'il vous plaît, si je vous en oublie un parce que vous vous êtes inscrit, ajoutez, présentez-vous dans le chat, j'apprécierais beaucoup. Alors, le ministre des Finances et ministre responsable de la région de Laval, M. Éric Girard, bienvenue. M. Christopher Ski, notre député de Sainte-Rose, contente de vous avoir parmi nous. M. Jean Rousseau, le député de Vimont. Saul Polo, député de Laval-des-Rapides. Madame Annie Koutrakis, la députée fédérale de Vigny. Alors, on a vraiment les paliers, l'ensemble des paliers. Marc Demers, maire de la ville de Laval. Bonjour, Monsieur Demers. Et Monsieur Stéphane Boyer également, le vice-président de notre comité exécutif des conseillers municipaux de Duvernay et Pont-Vieux. Alors, si j'en ai oublié, je vous invite, s'il vous plaît, à vous présenter. Vous savez, vous êtes nombreux, plus de 250 personnes. Là. Alors, c'est beaucoup de monde aujourd'hui, ensemble, et qui sont inscrits à notre événement. En plein mois de juillet, plusieurs devraient être en vacances. Je ne serais pas surprise que certains d'entre eux, vous êtes avec nous aujourd'hui malgré tout ça. Et donc, on l'apprécie. Et les chefs d'entreprise lavallois, c'est beau de voir que tout le monde est cohérent et uni en faveur d'une relance lavalloise. Et je pense que c'est ça qu'il nous faut retenir de l'exercice d'aujourd'hui, qui est assez particulier. Depuis janvier, on le sait, Laval a été particulièrement touché de façon canadienne, on le sait. Tous les yeux ont été tournés vers nous. Et donc, ça a fragilisé certains secteurs, ça a ébranlé la confiance des employés, des consommateurs. Et on est tous en train de chercher une façon de pouvoir passer outre et de s'en sortir probablement plus fort. Et c'est vraiment la vision avec laquelle on souhaitait relier tout le monde aujourd'hui. Alors, ce que j'aimerais vous regarder avec notre objectif aujourd'hui est assez clair. On cherche à en apprendre davantage. Il y a des plans de relance qu'on entend parler au fédéral, provincial, au municipal. On souhaite à la Chambre de commerce que la communauté d'affaires, pour que ça fonctionne, cette relance-là, on doit s'approprier cette relance-là, on doit la comprendre, on doit la faire nôtre. Alors, pour ce faire, on a collaboré activement avec la Ville de Laval pour bien comprendre le plan de relance et pour pouvoir permettre à la communauté d'affaires de se l'approprier. On est convaincus que c'est une façon que ça va fonctionner si on le fait tout le monde ensemble. Mais on souhaite également pousser la réflexion un peu plus loin. Marie Grégoire vous a expliqué qu'on allait avoir un panel d'exception pour pouvoir justement pousser cette réflexion et avoir une discussion extraordinaire. Mais également, on a besoin de vous tous, les chefs d'entreprise, des entreprises, les commerces, les industriels et les organismes qui sont en appui justement à Laval. On a besoin de tout le monde pour justement proposer des solutions, comprendre nos enjeux et aller un petit peu plus loin parce que beaucoup de choses ont été identifiées, de nombreux enjeux ont été identifiés au cours des dernières semaines et on a besoin d'aller plus loin. Alors, c'est pour ça qu'on a mis de concert avec la Ville et les acteurs, les intervenants, les 6 chantiers que Marie Grégoire vous a mentionnés, que vous avez vus dans les promotions et que vous allez voir encore au cours des prochaines semaines. Pourquoi? On veut préparer des pistes d'atterrissage avec ces chantiers-là. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est important.
on les lance aujourd'hui, mais ils vont vivre une année durant. Parce qu'une relance, ça ne se fait pas en criant ou en claquant des doigts, en criant ciseaux. On va avoir besoin de discuter, d'aller plus loin, de les peaufiner, de les bonifier, toutes ces structures et ces programmes structurants-là. Et donc, on veut des solutions concrètes et se mettre tous en solution. Et donc, avoir des chantiers spécialisés pour tous va être la meilleure façon d'y arriver. Donc, c'est une invitation à participer à ces chantiers, mais pas juste aujourd'hui, à vous y impliquer et à le faire vivre une année durant. C'est vraiment l'appel de la communauté. Et donc, on pense que la Chambre de commerce et d'industrie de Laval, on ne le pense pas, on est confiant, on est convaincu et on va le faire. On va être le catalyseur pour aider l'ensemble de la communauté d'affaires à y arriver. Alors, c'est main dans la main que ça va se passer. Puis, je vous remercie d'avance d'investir probablement ce qu'il y a de plus précieux. Il y a beaucoup d'argent qui est investi, mais votre temps va faire toute la différence. Et donc, l'invitation est lancée. Merci beaucoup, Caroline. Je pense que c'est clair. Le message est très, très clair. Alors, maintenant, notre président du conseil, le président du conseil d'administration de la Chambre ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais Michel Rousseau, qui est associé chez Rousseau-Lefebvre, et a décidé voulait quand même plutôt vous envoyer un petit message. Et il y a, je pense, un petit clip vidéo là. Ça va prendre 2 secondes. Mes excuses. Il n'y a pas de problème. On va prendre ça pour la technique. Je suis désolée. Ben oui, j'ai essayé de faire mon possible. Désolée. Ah ben oui, ben parce qu'en plus d'être PDG, elle est technicienne en chef, hein, fait que je pense qu'on peut quand même donner une petite marge ici. Réalisatrice de l'événement. On va faire rouler ça. Je vais vous partager mon écran. Ça va être de loin la meilleure façon de le réaliser. Alors, mea culpa, je pense. Et voilà. Alors, je vous reviens à l'instant tous. Voilà. Bon, d'accord. Alors, je vais vous partager mon écran afin de réussir ceci. Et voilà. Vous pouvez être présent, mais je tenais à vous adresser un petit mot au nom du conseil d'administration. Nous sommes en mode relance. Évidemment, ça doit passer par une série de mesures, différentes étapes. La première, clairement, c'est de repartir, évidemment, notre économie. Ça va être aussi de retravailler nos différentes chaînes d'approvisionnement qui ont été modifiées. Évidemment, s'adapter pour ce qui est de l'achat local. Donc, toutes ces étapes sont très bien expliquées dans le rapport Bourgogne qui a été initié par notre invité, M. Henri-Paul Rousseau. En tant que président du conseil d'administration, j'aimerais insister sur un point. La population exige à plus de 50% que la relance soit verte. C'est dans le discours de nos gouvernements, mais concrètement, qu'en est-il vraiment? Est-ce que nos entreprises vont véritablement effectuer ce virage? Donc, ça vaut la peine de se poser ces questions-là. Aussi, on observe que nos entreprises accusent un certain retard en matière de développement durable. Pourquoi? Est-ce que la plupart attendent d'être obligés tout simplement par certaines lois et règlements? Mais nous, ce sur quoi on veut insister, c'est que d'autres ont carrément compris que d'être éco-responsable, c'est payant. C'est payant de s'occuper de ses employés. On a une meilleure rétention, on a une meilleure facilité de recrutement. C'est payant également de diminuer ses coûts d'opération en matière de gestion des matières résiduelles et aussi de factures énergétiques pour l'enveloppe du bâtiment. C'est payant également d'avoir une bonne image environnementale, une marque employeur recherchée. Ça génère davantage de profit. Un petit mot sur l'achat local. C'est une très belle initiative communautaire, éco-responsable, c'est clair. Les citoyens vont le faire, mais est-ce que les entreprises vont embarquer? Il le faut. Tous les pays vont se tourner vers cette approche. On ne sera pas les seuls au Québec. Si nous voulons briller à l'international, si nous voulons percer dans ce marché, bien évidemment, il va falloir qu'on ait une approche qui soit carrément éco-responsable, avec des produits et des services qui vont cadrer dans leurs valeurs. On m'a informé récemment que la Chine a grandement intensifié ses démarches en matière d'éco-responsabilité. Donc, il y a lieu de se poser la question, est-ce que nos technologies vertes et propres viendront de la Chine éventuellement? Donc, je pense qu'il faut absolument que dans l'instant présent, on saisisse cette opportunité de virage vert au Québec, à Laval, pour transformer notre économie, notre société et d'exporter ce savoir-faire.
Donc, merci à tout le monde et je vous souhaite un excellent forum. On a envie de remercier Michel d'avoir mis justement la table sur cette réflexion parce que oui, effectivement, le développement durable, les technologies vertes devraient occuper une place importante. Puis on le dit, les bases de la relance, c'est stratégique pour l'avenir, pour la suite. Et ça peut pas être plus important de donner la parole à la relève que maintenant pour savoir comment eux voient l'économie de demain, celle qu'on est en train de bâtir. Et pour ça, j'aimerais céder la parole à la présidente de la relève d'affaires de la Chambre, Maître Cindy Gabriel. Bonjour à tous, bon matin à tous. Alors, bienvenue à ce forum de la relance de Laval et qui, cela dit, était un incontournable pour les membres de la relève d'affaires. Innover, s'adapter, se réinventer, trouver des nouvelles normalités et des nouvelles opportunités de faire les choses autrement, ce sont que des mots d'ordre pour les jeunes gens d'affaires de l'écosystème lavallois. D'ailleurs, notre comité, le comité de la relève d'affaires, a déjà mis sur pied depuis quelques semaines des webinaires réunions des experts visant à répondre aux enjeux de nos membres. La relève d'affaires veut s'engager dans cette relance, faire bouger les choses et être présent pour une relance inclusive, une relance diversifiée, une relance beaucoup plus à l'image de Laval. D'ailleurs, je suis très fière, à titre de présidente du comité de la relève d'affaires, de vous informer que dans chacun des chantiers qui vont suivre, il y a au moins un membre de la relève et ou du comité de la relève d'affaires, donc ils vont pouvoir interagir pour être présents pour bâtir l'avenir de notre ville. Et pour terminer, j'aimerais juste finir peut-être sur une citation que j'aime beaucoup de Peter Drucker. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. C'est un penseur autrichien du monde de l'entreprise qui disait que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Donc, la relève, nous sommes présents pour créer notre avenir. Merci et bon forum. Merci beaucoup, Mme Gabrielle. C'est vraiment très inspirant parce qu'effectivement, oui, c'est ça. Il faut s'engager dans créer notre avenir parce que comme ça, on est sûr qu'il nous ressemble un peu. Alors, c'est très, très apprécié. Et d'ailleurs, on a vu que dans cet avenir concret qu'on est en train de vivre parce qu'on est en train de le bâtir au quotidien, l'État et les gouvernements, donc on parle des différents paliers de gouvernement, ont joué un rôle très important. Si on s'est parfois questionné sur le rôle de l'État, il est clair que pendant cette crise, c'est devenu un incontournable. Comment l'État doit agir maintenant dans la relance? Quel type d'intervention les divers paliers de gouvernement doivent faire, c'est la question qu'on va poser à nos prochains intervenants. On a le privilège d'être accompagnés aujourd'hui par des élus. J'en ai vu qui sont là, qui sont présents et qui sont à l'écoute et c'est important. J'aurai la chance de m'entretenir avec les intervenants de la Ville de Laval, donc le maire de Mers et Stéphane Boyer. Mais avant, on a le privilège d'avoir avec nous le ministre régional, mais c'est pas que le ministre régional, c'est aussi le ministre des Finances, Éric Girard. Bonjour. Bonjour. D'ailleurs, c'est intéressant parce que avant de vous céder la parole, j'avais envie de faire un peu un pont parce que il y a des élus qui viennent comme vous du monde des affaires qui ont milité dans les organismes comme la Chambre de commerce et c'est le cas de votre collègue Christopher Skeet qui a été avant d'être votre collègue député et qui a été avant d'être adjoint parlementaire au premier ministre pour les relations avec les anglophones, un ancien vice-président de la relève. Alors, je vais lui permettre de dire quelques mots avant qu'on échange ensemble, M. Girard. Christopher doit être pas loin, j'imagine. Oui, je suis là. Est-ce que vous me voyez? Oui, on vous voit. Merci beaucoup parfait. d'être là. Donc, Christopher, je vous invite à faire ce pont entre le monde des affaires et le monde politique, peut-être. Vous savez, vous avez raison, Mme Grégoire, qu'en effet, j'ai eu mes toutes premières implications communautaires au sein de la Chambre de commerce que je remercie encore à ce jour parce que ça a été pour moi un tremplin pour apprendre à comprendre le fonctionnement, oui, du monde des affaires, ça m'a beaucoup aidé avec mon entreprise, mais aussi le fonctionnement de notre société, la société québécoise. Alors, pour moi, je ne retiens que des bons souvenirs de mon expérience à titre de vice-président de la relève, mais aussi administrateur, où j'ai pu participer aux décisions et les orientations futures de la Chambre. Donc,
très difficile pour moi de dire non lorsque je suis convoqué par la Chambre pour un événement comme celui-ci. Puis en plus, c'est d'autant plus important dans le contexte actuel qu'on vit. Pour moi, c'est une fierté vraiment de représenter l'île de Laval en tant que député pour aussi aider notre belle ville à sortir, se renaître un petit peu après cette crise. On a aussi créé un forum qui est chapeauté par Laval Innov et qui est co-présidé par la Ville et moi-même et le ministre Girard, bien sûr, pour justement définir à quoi va ressembler cette prochaine relance, cette relance qu'on va vivre ensemble et à quoi elle devrait ressembler. Et comme tout ce qu'on fait à Laval, on veut la faire à notre image, avec nos particularités, parce que trop souvent, on le sait tous, on est comparé à Montréal. On prend pour acquis que Laval, c'est comme Montréal, mais vraiment, Laval a ses propres propriétés et ses propres réalités. On est chanceux, on est une ville, on est une île, on est une région, une MRC. Donc, profitons de ce moment ensemble pour harmoniser notre approche pour la prochaine étape. Et sur ça, j'ai l'immense plaisir de vous recéder la parole, Mme Grégoire, oui, mais de saluer aussi mon collègue, le ministre des Finances et ministre responsable de la Ville de Laval, parce que honnêtement, vous allez voir, on prend pour sérieux cette relance et j'ai très hâte d'échanger avec vous. Alors, bon séjour à tout le monde, bonne participation et merci à tous pour votre grande présence. Merci beaucoup, Christopher Skeet. Et donc, on le disait, on a ce privilège d'avoir un ministre régional qui est aussi ministre des Finances. Et en plus de l'avoir le lendemain d'une présentation où on a eu un portrait économique au fédéral qui présentait quand même une situation qui est à la fois critique, mais on disait à la fois aussi incontournable parce que le gouvernement fédéral a joué un rôle de soutien important. Éric Girard, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vraiment, un immense merci. Et j'ai envie qu'on plonge directement dans le vif du sujet en vous demandant en quelques mots comment, avec le portrait qu'on a vu hier, mais aussi le portrait que vous avez présenté tout récemment avec la mise à jour économique, comment vous voyez la situation économique et financière du Québec depuis le début de la crise? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour aux élus, les élus de l'opposition, Monsieur Demers, merci pour l'invitation. Je pense que, si vous permettez, j'aimerais aussi évidemment souligner le travail des gens de la santé qui étaient au cœur de cette crise et qui le sont toujours. Hein? Oui, tout à fait. C'est pas fini. Ça va un peu mieux, mais on a encore beaucoup de travail. Puis je pense que leur contribution doit être soulignée. Alors, c'est important de dire que ce qui s'est passé, c'est d'abord une pandémie qui amène une récession mondiale, la plus importante depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et la récession risque de durer plus longtemps que la pandémie. Et la récession amène je vais choisir mes mots, la langue française est précise, d'importants défis de finances publiques qui risquent de durer plus longtemps que la récession. Et au niveau économique, le Québec a dû se confiner. C'est-à-dire qu'on a fermé 40% de l'économie pendant 2 mois. Et l'impact de cela, c'est que le taux de chômage a bondi à 17%. On a perdu 800 000 emplois. Et là, a commencé la période de déconfinement. Alors, on a fermé mars, avril, début mai. Et on a récupéré 30% des emplois, 230 000 emplois en mai, mars-avril, le cœur de la crise. Et là, demain, nous avons un chiffre d'emploi au Canada qui va nous montrer fort probablement que d'autres emplois ont été créés en juin et on devrait avoir récupéré approximativement, je n'ai pas les chiffres, Statistique Canada garde bien ça, mais environ 50% des emplois qu'on avait perdus. Et juillet devrait être mieux que juin. Mais ce qui va se passer, c'est qu'après cette phase de confinement,
on va se retrouver au mois de septembre et tous les travailleurs n'auront pas retrouvé leur emploi. Et toutes les entreprises n'auront pas passé à travers. Et c'est là, lorsqu'on parle de plan de relance ou d'aide pour la suite, ce qui se fait présentement se fait relativement naturellement. On déconfine, les gens reprennent leur emploi, mais viendra une seconde phase à l'automne qui va être extrêmement importante. Vous le dites, le gouvernement doit jouer un rôle auprès des organismes et aussi auprès des personnes. Le gouvernement fédéral a joué un rôle important en matière pour soutenir, avec la PCU entre autres, soutenir les gens, mais aussi soutenir les entreprises avec la subvention salariale. Le gouvernement du Québec a aussi complété cette offre-là. Est-ce que les programmes que vous avez mis en place ont été populaires auprès des organisations? Est-ce que vous avez senti que ça répondait à un besoin? Bien, en fait, on a été en collaboration. J'ai jamais autant parlé à mon homologue fédéral et mon collègue de l'Ontario. Il y a vraiment beaucoup de collaboration. Le fédéral a fait 2 programmes extrêmement importants, la subvention salariale d'urgence, la prestation canadienne d'urgence. Là où le Québec a été agile et extrêmement rapide, c'est au niveau du 2,5 milliards qu'on a déployé rapidement pour le fonds de roulement d'entreprise via Investissement Québec. On a bonifié pour les PME dans les régions. C'était très important que la récession, la pandémie ne se transforme pas en crise de liquidité. C'est pour ça aussi que le Québec a amené le 15 milliards de report d'impôts pour les individus, taxes de vente, entreprises. En fait, on a liquéfié le système pour aider les gens à passer à travers durant le confinement. Alors, les reports d'impôts, vous m'avez demandé si c'était populaire, c'était très populaire. Oui, j'imagine. et Investissement Québec, oui, ça va bien, les programmes sont importants. Et puis, on a aussi, le Québec a fait preuve de leadership au niveau de la bonification pour les travailleurs essentiels parce que la PCU, c'est un bon programme d'aide, mais oui, il y avait un élément qui est secondaire. Je ne veux pas être négatif, mais il y a un désincitatif au travail. Oui. Et puis, la bonification aux travailleurs essentiels, l'augmentation du salaire minimum, les primes que les entreprises ont données, ont aidé pour favoriser le retour au travail. C'est intéressant parce que ça jette en même temps les bases d'un débat. Vous parlez de salaire minimum et ça jette aussi une lumière sur des gens qu'on voyait peu. Hein. Vous avez parlé certains travailleurs de la santé et tout ça. Comment vous, avec ce que vous avez appris déjà de la crise, comment vous voyez la relance? Qu'est-ce qui va changer? Tantôt, Cindy Gabriel nous parlait justement d'une relance verte, même chose pour Monsieur Rousseau. Est-ce qu'il y a des éléments dans la planification du gouvernement du Québec qui commencent à mettre des balises pour dire oui, l'économie du Québec va changer parce qu'on va mettre des incitatifs particuliers sur certains aspects de notre économie? OK. Bien, il y a beaucoup d'éléments dans votre question, là. Toujours. L'économie va changer, mais la crise va surtout accélérer des tendances qui étaient déjà là. La conciliation travail-famille, à la maison, le commerce en ligne. Ça, c'est des tendances qui sont la relance verte. C'est des tendances qui étaient là avant la pandémie qui vont être accentuées par la pandémie. Quant à la façon dont nous voyons la reprise, il y a vraiment 3 grands axes. Il y a le volet infrastructure qui est extrêmement important pour Laval, notamment, mais pour tout le monde, parce que lorsqu'on a une récession, le secteur privé se retire. Il y a moins de confiance, il y a moins d'investissement, il y a moins d'embauche. Le gouvernement a un rôle à jouer en augmentant les investissements publics temporairement pour garder les employés du secteur de la construction au travail, pour attirer des nouveaux travailleurs. Mais vraiment, les infrastructures, c'est important. Puis pour Laval, je ne veux pas manquer ma chance de le dire, là, j'en ai 2 projets d'infrastructure à Laval en tête. Un, c'est la bibliothèque
dans le secteur de l'espace Montmorency, la bibliothèque, c'est l'éducation, c'est un service public. Une bibliothèque en 2020, c'est beaucoup plus qu'emprunter un livre, là. C'est un espace d'échange, de connaissances et l'éducation, ça va être très important. Et le deuxième volet, c'est les voies réservées vers le nord sur la 15. Lorsqu'on parle de relance, on a besoin de fluidité des individus, des matériaux. Et tout le monde est pour la voie réservée vers le nord. La voie réservée, c'est les autobus, le covoiturage, les voitures électriques. Je ne connais personne qui est contre les voies réservées vers le nord sur la 15. Bon, infrastructure, premier volet. Deuxième volet, les entreprises, la transformation numérique, le développement, les exportations, l'attraction d'investissements étrangers, tout l'aspect qui est l'aide au développement économique ou le développement de nos entreprises, le développement de sièges sociaux, tout ce volet-là. Et là, lorsqu'on pense Laval, c'est quoi l'aspect Laval associé au développement? On pense sciences de la vie. On a annoncé au début juin avec l'Investissement Québec, le Fonds de solidarité de la FTQ, des investissements dans les sciences de la vie. Laval est au cœur de ça. Arrive le troisième volet, et je vais conclure. Là, non, c'est très correct. Je ne veux pas être trop long. Alors, infrastructure, développement économique, la formation de la main-d'œuvre. On était au plein emploi au Québec. Taux de chômage autour de 5 %. Lorsqu'on aura déconfiné, on sera probablement passé de 17 à autour de 10 %. Mais il va falloir aider ces gens-là à se former, à se développer. Il va falloir faire de la formation en entreprise. Il va falloir que nos universités, nos cégeps adaptent l'offre de formation. Il va falloir aider des gens qui sont dans des secteurs comme le tourisme, le commerce de détail, la restauration, la culture, des secteurs qui sont plus en difficulté, à aller vers les secteurs où il y aura plus de dynamisme. Les hautes technologies, les sciences de la vie, le secteur de la santé. Et on ne passe pas de barman à préposer aux bénéficiaires sans une formation adéquate. Non, c'est clair. On ne devient pas spécialiste du numérique sans une formation. Et là, on a nos cégeps, nos universités qui sont là pour ça. Alors, ces trois volets-là vont être extrêmement clés dans la relance. Vous avez parlé tantôt justement du report d'impôts. Ça, c'était facile. C'était pour toutes les grandeurs d'entreprise. On avait l'impression qu'il n'y avait pas de problème. Tout le monde y avait accès sans remplir des formulaires et des choses comme ça. Quand vous parlez de l'investissement en entreprise, il y a eu évidemment le plan avec Invest Québec. Est-ce que pour les TTE, là, les petites et les très petites et les petites entreprises, il y aura de la souplesse dans les programmes gouvernementaux? Il y a toujours de la souplesse. D'abord, le gouvernement fédéral avait son programme avec le prêt d'urgence? Oui, avec le pardon. Et nous, on a ce qu'on appelle les FLI, les fonds locaux d'investissement pour les petites entreprises, et on l'a bonifié 2 fois. Et dans le secteur du tourisme, on a introduit la notion de pardon parce que c'est un secteur qui aura des difficultés à plus long terme. Parce que on ne pense pas qu'il y aura du tourisme d'affaires à l'automne. Et donc, les aides doivent être spécifiques à chaque industrie. Et c'est vraiment, c'est là toute l'importance. Vous savez, mon homologue de l'Ontario me parle puis il me dit, c'est quoi ça, Investissement Québec? Parce que ils l'ont pas, eux, cette d'intervention, d'aide aux entreprises. Et c'est vraiment un acteur clé, là. Alors, en quelques mots, si on vous demande de vous projeter dans 5 ans, et là, je vous donne du temps. Je ne sais pas si vous êtes réélu, mais en tout cas, vous serez là, mais dans 5 ans, à quoi ressemble l'économie du Québec et les finances publiques? Bon, alors dans 5 ans, on sera revenu à l'équilibre budgétaire.
les impôts n'auront pas été augmentés parce que on a déjà une ponction fiscale qui est extrêmement significative. Et donc, ce n'est pas dans le cours normal des choses, nous aurions aimé continuer à réduire le fardeau fiscal. On a réduit le fardeau fiscal de 2 milliards par année pour les contribuables depuis que nous sommes élus. Alors, il n'est pas question de passer par là. Il faudra vivre selon nos moyens, c'est-à-dire avoir un niveau de dépenses qui est fonction des revenus du gouvernement. Mais au niveau de l'économie, le Québec, je vais vous donner 2 chiffres très simple. Le Québec, c'est 23 % de la population canadienne, mais seulement 20 % de son économie. Alors, ça illustre les retards historiques du Québec. Mm-hmm. C'est ça qu'on veut combler. On veut que le Québec prenne toute sa place dans le Canada, toute la place qui lui revient en vertu de son poids démographique, de son importance géographique. Et ça veut dire, oui, on a des défis. On a une population vieillissante, on a des défis de technologie, on avait un niveau de dette relativement élevé. Alors, c'est pour ça qu'il faut contrôler la dette. Il ne faut pas dépenser sans compter, il faut garder de l'efficience. Mais dans 5 ans, alors on aura eu la chute en 2020, le rebond en 2021, puis beaucoup de gens me disent, c'est quoi ça le rebond en 2021? Bien, en 2020, on va avoir été fermé 2 mois. Donc, 2 mois de production. En 2021, on espère avoir 12 mois de production. Donc, par construction mathématique, 12 mois, ce sera meilleur que 10 mois. Habituellement. Hein? En 2022, là, on doit revenir à ce taux de croissance de long terme de 2 %. Et 2 %, c'est important parce que ça veut dire qu'il y aurait des gains de productivité de l'ordre de 1 %. Croissance de la population, croissance des heures travaillées, des efforts supplémentaires de tous les secteurs de la main-d'œuvre, mais des gains de productivité de l'ordre de 1 %. Et la différence entre croître à 2 % par année à partir de 2022 pour le long terme versus ce qui était prévu avant, 1,3 %. Mais si vous prenez votre calculatrice et vous faites la différence entre 1,013 puis 1,02 exposant 15 ans, 25 ans, vous allez voir toute la richesse qui est créée. La différence de croître à 2 % versus 1,3 %, c'est ça qu'il faut réussir avec les gains de productivité pour fermer l'écart de richesse avec l'Ontario et donc prendre tout notre poids démographique au sens économique et redevenir ce que nous avons déjà été, c'est-à-dire un leader économique dans ce grand pays. Bien, je pense que ça met la table pour le défi qu'on se donne dans les chantiers de créer ce 1 % là, qui va nous donner, ou ce 0,7 % qui va nous donner cette impulsion-là. Éric Girard, vous êtes donc ministre des Finances, mais aussi le ministre responsable de Laval et on a bien compris que vous aviez des projets en tête pour la ville-région qu'est Laval. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, on vient de voir que le gouvernement du Québec compte soutenir la relance, la vision avec laquelle le gouvernement du Québec compte soutenir la relance. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les gouvernements de proximité qui ont un rôle à jouer. Hein? Les villes sont reconnues depuis quelques années comme ces gouvernements de proximité et elles comptent jouer un rôle important dans le développement économique. Alors, pour comprendre les actions qui ont été mises en place par la Ville de Laval, j'ai maintenant avec moi 2 personnes. Alors, on va voir comment technologiquement on va être en mesure de nous mettre ça, 2 personnes-là. Donc, avec moi, le maire de Laval, Marc Demers, et Stéphane Boyer, qui est vice-président du comité exécutif de la Ville de Laval et responsable du développement économique. Bonjour à vous 2. Je vous attends. Ah, bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien, et vous, merci. Oui, ça va bien. Bonjour. Attends, monsieur le maire. Bonjour. Alors, ce que je comprends, c'est qu'on va partager l'écran. Quand vous allez parler, c'est vous qui allez apparaître si ma compréhension de la technologie est la bonne. Alors, bien, on va commencer avec vous, monsieur Demers, peut-être avec
le bilan que vous faites de l'impact de la crise. On a vu M. Girard qui nous a parlé de l'impact de fermer le Québec pendant 2 mois, donc ce 40 de l'économie fermée pendant 2 mois. Comment vous voyez donc l'impact de la crise sanitaire pour Laval? En premier lieu, j'aimerais dire merci à la Chambre de commerce et à Mme de Guire, la directrice générale, pour avoir organisé évidemment ce programme et cet échange de communication. Je pense que c'est important. Tout à fait. Ça nous manquait depuis le confinement et je pense que c'est une belle initiative. Toutefois, j'aimais mieux la vieille formule, c'est peut-être dû à mon âge, où on était en direct et en contact, mais on n'a pas le choix aujourd'hui. Alors, merci à la Chambre de commerce et merci à vous tous d'être présents. Évidemment, l'économie lavalloise était très, très bonne, au-dessus de la moyenne du Québec. Le taux de chômage était bas, le PIB était bon. Les analyses de Desjardins, les études économiques disaient que tous nos indicateurs étaient au vert et on le constatait sur le terrain. Et quand je parle d'économie, je divise ça peut-être en 3 secteurs, l'économie traditionnelle, mais aussi l'économie sociale et je vous dirais l'économie institutionnelle comme l'éducation, la municipalité et autres. Mais ce qui est le plus important pour moi là, de se rappeler, c'est que si l'économie lavalloise était dynamique, agile, c'était dû à la collaboration de tout le monde. Tout le monde était impliqué. Je pense qu'on avait réussi tous ensemble, la communauté lavalloise, les gens d'affaires, les intervenants, à établir un dialogue, à travailler ensemble et à partager. Et ça a créé une synergie à Ville de Laval qui a amené, si vous voulez, un élan économique. Évidemment, le confinement a mis fin un peu à cette synergie-là, à cette communication-là. Et un de nos défis, c'est qu'il faut relancer ça. Mm-hmm. Et travailler ensemble, et là, je vais me servir d'une grande citation que j'ai entendue tantôt, créons notre avenir ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un premier pas dans le cadre du confinement de la présente pandémie dans cette orientation. Donc, ça met la table donc, de cette capacité de se relancer ensemble. Stéphane Boyer, vous avez, la Ville a mis de l'avant donc 4 coups qu'elle veut mettre de l'avant pour soutenir les entreprises. Quelles sont les grandes lignes du plan de relance économique que vous mettez de l'avant? Oui, ben en fait, je vais peut-être mettre une petite mise en contexte. Là, par rapport au propos du maire, je vais être le bad cop, c'est-à-dire Laval était une région qui allait extrêmement bien économiquement au Québec quand on se compare aux autres régions. Mais le Grand Montréal, quand on le compare aux autres régions métropolitaines en Amérique du Nord, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, traînait de la patte. Donc, Le Grand Montréal a plein d'avantages, une belle qualité de vie, un beau milieu culturel, artistique, beaucoup d'universités. Mais en termes de productivité, on n'était pas les meilleurs. Donc, on est bon pour attirer des entreprises technologiques qui souvent sont utiles pour améliorer l'efficacité de nos entreprises, mais on n'était peut-être pas les meilleurs pour les intégrer. Donc, une des choses qu'on veut faire avec le plan de relance économique, c'est de non seulement relancer à court terme l'économie qui est endommagée par la crise d'aujourd'hui, mais on veut aussi l'outiller pour que Laval soit bien positionné dans l'économie de demain et que les entreprises lavalloises, mais aussi que les entreprises québécoises puissent rayonner. Et j'irais plus loin que M. Girard pour qu'on ne soit pas non seulement à 23 % de l'économie canadienne, mais 26 ou 29. Donc, pour ce faire, on a mis différents chantiers en place dans notre plan de relance économique. Donc, ces chantiers-là, est-ce que c'est M. Demers ou vous, M. Boyer, qui allez nous les présenter? Oui, bien, je peux vous dresser les grandes lignes si vous voulez. D'une part, on a tout ce qui est l'achat local. Donc, on veut encourager nos commerces de proximité. On a aussi des projets structurants. Donc, voir comment est-ce qu'on peut mieux soutenir nos entreprises justement dans cette transition-là, que ce soit par des meilleurs services conseils, pouvoir les outiller. La Ville aussi veut jouer son rôle. On veut investir dans nos infrastructures, investir dans des grands chantiers qui vont aider à relancer l'économie. Et on a aussi, on veut jouer un rôle plus important dans le tissu économique.
Donc, mieux savoir qu'est-ce qui se passe sur notre territoire pour savoir comment est-ce qu'on peut mieux mettre en commun nos entreprises. Et je donne un exemple, le projet Symbiose, Oui. on parle d'économie circulaire. Ce qu'on voit présentement dans la crise, c'est que les entreprises ont été beaucoup bousculées dans leur chaîne d'approvisionnement. Et il y a des frontières maintenant qui sont fermées, qui sont plus difficiles, la livraison est perturbée. Mais est-ce qu'on peut voir comment est-ce qu'on peut, à l'échelle locale, revoir nos chaînes d'approvisionnement? Puis pour faire ça, on va mapper toutes les intrants et les extrants de nos entreprises pour voir qui peut bénéficier à qui. Donc ça, c'est un projet là, qui avait déjà démarré avec la Chambre de commerce. Tout à fait. Donc, c'est le genre de projet qu'on veut mettre en place pour, oui, relancer l'économie à court terme, mais aussi la soutenir à long terme. Monsieur Demers, le ministre régional a parlé de 2 grands projets structurants. Stéphane Boyer fait aussi référence à d'autres projets structurants. Ça peut ressembler à quoi ces projets-là qui vont venir s'additionner pour justement amener une contribution municipale à l'essor qu'on veut faire dans la relance? Écoutez, premièrement, la relance économique, j'aimerais rajouter un petit point. Stéphane, il travaille très, très fort, mais c'est aussi une consultation de notre équipe économique avec des représentants d'environ 600 employeurs sur le territoire de Ville de Laval. Alors, ce n'est pas juste l'œuvre de la ville, c'est l'œuvre de la communauté et coordonnée aussi par la Chambre de commerce, Tourisme Laval. Et, bon. Alors, pour nous, c'est important de travailler dans ce sens-là et nous allons poursuivre. Et là, je reviens à votre question. Qui étaient les projets structurants, parce qu'on a parlé des grands projets qui sont dans la liste des projets d'infrastructure de Québec. Stéphane Boyer faisait référence à des projets qui pourraient être des projets municipaux d'initiative de Laval. Ce serait quoi, par exemple? Est-ce que vous avez déjà commencé à cerner ces grands projets structurants? Effectivement, c'est des projets qui ne sont pas nouveaux, qui sont sur la table, qui sont étudiés depuis un certain temps et on va travailler en collaboration avec notamment le gouvernement du Québec. Encore là, quand je parle de collaboration, de communication, il est important de travailler ensemble et nous avons une très bonne collaboration du gouvernement et une très bonne communication. Alors, il y a une théorie qui dit quand la construction va, l'économie va. Il y a une suite qui va de l'avant par la suite, la consommation va de l'avant, la confiance et les commerces de services, etc. Alors, nos projets qui sont prêts de la grande bibliothèque, travail que le ministre a déjà parlé. On travaille toujours sur un centre aquatique qui est important. Et la grande bibliothèque, on travaille avec le monde de l'éducation. Alors, ce n'est pas juste un projet Ville de Laval, que ce soit le cégep, les universités, le centre de création artistique, pour penser à nos artistes, ça sera tout inclus. Il y a une usine de biométhanisation qui est un objectif à long terme, qui est un projet d'environ 200 millions. Il y a évidemment ce qui découle du forum sur la mobilité qu'on a fait, d'aménager les routes. C'est un beau moment pour améliorer notre réseau routier, soit de le bonifier, les pistes cyclables, mais aussi, malheureusement, la saison des nids de poules. Je vous dis, j'aimerais ça avoir un jour l'ambition de dire que les plus belles routes du Québec sont à Laval. Alors, si on est capable de mettre ce chantier-là en route, parfait. Et on travaille avec le monde de la culture pour voir les transformations au niveau culturel qu'on peut faire. Parce que c'est aussi une industrie qui est très importante sur le territoire et qu'on ne peut pas négliger. Alors, et moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait une bonne communication et de rétablir ces lignes de communication. Alors, je m'impose d'appeler différents entrepreneurs pour savoir ce qui se passe sur le terrain et on recommence des visites de différentes entreprises pour voir ce qui se passe sur le terrain. Et nous devons nous adapter à la nouvelle réalité et regarder ce qui se passe, est-ce que ça nous offre des opportunités. Alors, ces plans-là sont de l'avant, ces projets-là sont de l'avant de la part de la municipalité et il y en a quelques autres sur lesquels on travaille. La mise à niveau de nos édifices municipaux qui ont été négligés pendant des années, et c'est des contrats aussi qu'on doit donner. Et on a déjà évalué l'impact pour la ville d'un déficit d'environ 60 millions
dans ce qu'on peut évaluer, mais aussi on est en train de regarder la marge pour augmenter notre taux d'endettement à long terme pour faire un petit peu aplanir la courbe, comme dirait le docteur, sur l'effet économique de la pandémie, puis étaler ça sur quelques années. Et c'est ce que les autres pays du gouvernement font. Alors, c'est la stratégie. Tout un programme. Effectivement. Oui, tout un programme. Stéphane Boyer, vous y avez fait référence tantôt, entre autres en parlant de la chaîne d'approvisionnement et du projet Symbiose. Quel rôle vous voyez pour les entrepreneurs dans cette relance-là? Parce qu'effectivement, vous êtes en contact, vous vous tenez bien informés, bien en lien avec les entreprises. Vous avez votre service de développement économique qui est sur le terrain. Mais comment vous voyez donc la collaboration et le rôle des entreprises dans la relance? Évidemment, les entreprises sont au cœur de la relance. Donc, il y a des actions que la Ville mène pour relancer l'économie, puis il y a des actions que la Ville mène pour aider les entreprises là-dedans, qui est le cœur de notre plan de relance économique. Puis, les actions, ils sont adaptées en fonction aussi de la réalité, parce qu'il y a des industries qui, présentement, subissent les contre-coups de la crise. Donc, par exemple, on pense au tourisme, on pense à la culture, on pense à l'aérospatiale. On a plusieurs entreprises dans ce domaine-là à Laval. Donc, ça, c'est des industries qui, présentement, ont des difficultés de liquidité, ont une imprévisibilité sur la demande de la clientèle. Et donc, là, il y a un type d'aide spécifique pour eux. Et il y a d'autres entreprises qui, à l'inverse, soit vont bien, se maintiennent, ou même qui sont en croissance. On pense à toute l'industrie biopharmaceutique. Laval, on est le pôle biopharmaceutique du Grand Montréal et un des plus importants pôles au Canada. Je ne vous cacherai pas que la pandémie est venue insuffler beaucoup de renouveau, beaucoup d'investissements dans ce secteur-là. Donc, on pense, par exemple, à Laval, faire une phase 2 de la Cité de la biotech pour venir agrandir notre parc. On va créer aussi des laboratoires partagés. On a un local qui est déjà prêt, mais qui n'est pas encore aménagé, où est-ce qu'on va aller créer 1700 pieds carrés de laboratoires partagés à l'INRS pour des différents projets ou des nouvelles entreprises dans ce secteur-là. On a aussi par exemple, quand on pense au commerce de détail. Le commerce de détail, c'est le corps de nos emplois sur le territoire. Effectivement. Puis vous savez, souvent, on parle d'achat local. L'achat local, il faut le faire pour aller vers ça, mais ce n'est pas seulement d'acheter localement juste par principe. Si Laval dit, nous, on fait juste affaire avec des fournisseurs lavallois, puis Montréal dit la même chose, ça veut aussi dire que les entreprises lavalloises ne vendent plus à la Ville de Montréal. Donc, c'est d'encourager l'économie locale, mais c'est aussi de la supporter pour devenir la plus efficiente, la plus productive, le meilleur service, celle qui est capable d'offrir le service au meilleur coût. Donc, elle peut se rayonner aussi à l'extérieur de Laval. Et donc, on a des projets, par exemple, un projet de live streaming. Oui. C'est quelque chose qui est peu connu encore en Amérique du Nord, mais en Asie, c'est rendu une des méthodes de vente extrêmement populaire. Donc, on combine de la vidéo en temps réel avec le e-commerce. On met là-dedans des célébrités, on met là-dedans des influenceurs. Puis ça crée un écosystème numérique où est-ce que ça vient vraiment booster la possibilité de vente en ligne de nos commerces. Donc, c'est le genre de projet qu'on va mettre sur pied, évidemment, avec le milieu des entreprises là, lavalloises. Bien, Stéphane Boyer, Marc Demers, on comprend que Laval va innover et va innover, par exemple, en partenariat parce que vous êtes très connectés, c'est ce que j'entends en tout cas, sur les besoins et les réalités des entreprises. Rapidement, en quelques mots, chacun votre tour, comment vous voyez les prochains mois pour Laval? Marc Demers. Écoutez, les prochains mois, ça ne sera pas facile. Il y a des enjeux importants qui sont là. Ça va dépendre de notre habilité collective d'être agile, de détecter les opportunités et de travailler ensemble. Toutefois, moi, je suis optimiste parce qu'on a fait nos preuves dans ce sens-là depuis quelques années et je pense qu'on est capable de voir les opportunités, adapter notre façon de faire, augmenter notre productivité et passer au travers ensemble de cette crise-là et d'innover. Innover, je pense, c'est le mot qui doit être dans notre pensée, dans notre quotidien. Et je pense qu'ensemble, rétablir cette communication-là, cette synergie-là qu'on avait avant
cette pandémie. Merci beaucoup. Stéphane Boyer, le mot de la fin? Oui, je suis optimiste. Laval a la chance d'avoir une économie très diversifiée et ça, c'est toujours un atout lorsque vient des récessions. J'ai espoir qu'avec le plan de relance économique qu'on met de l'avant, qui est un plan de relance d'environ 20 millions de dollars en partenariat avec le secteur, les industries, avec le gouvernement du Québec, avec le pôle d'économie sociale, j'espère qu'on va réussir à accompagner les entreprises dans cette transition-là. À aider les gens à passer au travers, mais aussi à saisir les opportunités. Parce que une crise, c'est un événement dramatique, mais c'est aussi, quand on brise le moule, on a l'opportunité de le recréer comme on le veut. Et donc, en temps normal, il y a toujours la réticence au changement. Oui. On est un peu figé là, dans nos façons de faire. Si on veut faire une transition vers les technologies vertes, une transition environnementale, si on veut faire une transition vers... Je me rappelle, Mme Grégoire, on s'avait parlé l'année dernière dans une rencontre justement sur la gestion des ressources humaines, où est-ce que moi je faisais l'éloge du télétravail. Tout à fait. Des heures de travail aléatoires, pas aléatoires, mais flexibles. Et je disais que c'était un mode révolu qui date du système industriel, que de voir le travail comme une question de nombre d'heures d'être là. Exact. Alors, je pense que là, le moule est brisé. C'est une bonne opportunité pour le refaire à notre image, pour la refaire au goût du 21e siècle. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est aider les entreprises à faire cette transition-là puis à saisir les opportunités qui se présentent devant nous. Bien, merci beaucoup avec ce mot de la fin, Stéphane Boyer, Marc Demers. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir mis justement les balises de votre vision du développement économique, je dirais, crise et post-crise. Et moi, je retiens ça, oui, que vous allez travailler en partenariat, mais donc à rebâtir un moule qui va préparer et qui va faire entrer Laval dans la nouvelle ère et qui va justement positionner Laval avantageusement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci et merci à tout le monde d'être présent et de participer à reconstruire Laval. Merci. Alors, on l'a dit, pour réaliser des événements comme ceux-là, ça prend des partenaires, mais c'est aussi important d'avoir des partenaires pour passer à travers la crise parce que seul, on dit toujours que ça va plus vite, mais on va moins loin. En temps de crise, je ne suis pas même sûre que ça va plus vite d'être toute seule. C'est important d'être là et d'avoir des gens à côté de nous. Et ça a été le cas de Desjardins. On a vu Desjardins très présent dans cette crise-là, annoncer différentes initiatives pour soutenir les entreprises. Et pour nous en dire un peu plus, Luc Paquin, qui est directeur du développement des affaires, marché commercial et industriel Laval-Laurentide chez Desjardins, est avec nous. Luc Paquin, à vous la parole. Bon matin tout le monde, super content d'être avec vous ce matin. Merci beaucoup à Caroline Deguire et toute son équipe. Vraiment stimulant et inspirant, je dirais, ce matin de vous entendre. Puis il y a beaucoup de notions, en effet, là, qui touchent l'ADN de Desjardins, je dirais. J'ai beaucoup entendu la coopération, l'entraide, le travail d'équipe. Donc, ça me rend très fier d'être ici ce matin pour représenter notre organisation. Puis, en effet, on a été super actifs, je dirais, depuis le début de cette crise-là, mais également dans le cadre de la relance. Donc, je suis ici ce matin pour vous lancer une invitation pour un événement en collaboration avec la Chambre. Donc, ce serait une webconférence qui va se tenir le 28 août prochain entre midi et 1h. Et ce sera présenté par Desjardins Entreprises Laval-Laurentide. Et lors de cette webconférence-là, ce qu'on aimerait vous présenter, bon, certains sujets qui ont été touchés ce matin. Donc, un topo économique super intéressant, là, de faire les constats des statistiques économiques des derniers mois, mais aussi ce qu'on anticipe pour les mois et l'année à venir. Et puis, comme ça a été mentionné, bien, Desjardins a mis en place plusieurs programmes, également des fonds importants pour soutenir nos entrepreneurs à travers cette relance-là. Donc, on aimerait ça vous partager là, des précisions, plus d'informations, entre autres sur le fonds du Grand Mouvement, le fonds C, qui sont des fonds super intéressants pour aider nos entrepreneurs à se repositionner ou à transformer leur entreprise pour le futur. Et également, ben, on voudrait profiter de l'occasion aussi là, pour discuter un petit peu de comment on se prépare pour une rencontre avec notre banquier. Hein.
dans les dernières années, l'économie était très forte et les résultats financiers étaient très favorables pour la majorité de nos entrepreneurs. Bien, en période de défi, il y a peut-être des discussions là, différentes à avoir avec notre partenaire financier. Fait qu'on voulait vous outiller un petit peu sur le genre d'informations qu'on recherche pour ces rencontres-là, puis le genre de discussion qu'on veut entretenir avec vous. Donc, l'invitation est officiellement lancée. C'est le 28 août de midi à 1h. Et puis, ce sera un plaisir là, de m'entretenir avec vous tous et la communauté d'affaires de Laval. Donc, un gros merci encore de l'opportunité là, pour Desjardins de s'associer à cet événement de ce matin qui est super stimulant intellectuellement. Puis, je suis convaincu que le 28 août, ça va être un super de bel événement aussi. Donc, merci à vous tous. Merci à vous. C'est une belle invitation. Donc, les gens pourront s'inscrire pour le mois d'août. Hein, on va pouvoir se relancer encore une fois. Merci beaucoup, M. Paquin. Merci à Desjardins encore une fois. On amorce la portion réflexion, bien que finalement, toutes les entrevues qu'on a faites nous ont permis de mettre la table à cette réflexion qui commence maintenant. Désolée. On veut ça interactif. Évidemment, j'ai ma fenêtre de chat qui est présente, donc qui est ouverte à côté. Donc, quand vous aurez des questions, Marie-Ève va aussi m'aider à les voir parce que entre lire, animer et coordonner tout ça, je vais faire de mon mieux. Je vais utiliser mon cerveau multifonction. Mais c'est, je pense, important aussi de pouvoir avoir votre apport, puis je vais essayer d'être votre relais. Ça veut dire que je vais voir vos questions passer dans la zone chat et je vais tenter de les relayer à nos deux conférenciers parce qu'il faut le dire, on a deux conférenciers de choc avec nous aujourd'hui. Henri-Paul Rousseau, qui est professeur associé au HEC, aussi professeur invité à l'École d'économie de Paris. Il est fellow invité au Cyrano et fellow à l'Institut CDA, professeur et économiste qui a également été président de la Caisse de dépôt et de placement. Il connaît ça, lui, les crises, parce qu'il en a vécu toute une. Il a publié récemment différents textes qui proposent des idées politiques, économiques sur la gestion et la sortie de crise. Donc, on pourra en jaser avec lui. Il apporte beaucoup de réflexions pour le Québec et le Canada. Il est accompagné, parce qu'on a beaucoup parlé d'innovation, et on le sait, dans l'innovation, la science est essentielle. Donc, il est accompagné du professeur Rémi Quirion, qui est le scientifique en chef du Québec depuis juillet 2011 et président des conseils d'administration des 3 fonds de recherche du Québec, donc le Fonds santé, le Fonds nature et technologie et le Fonds Société et culture. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. J'essaie de vous voir. Bonjour, ça me fait très plaisir de vous voir. Bonjour. Monsieur Rousseau, vous êtes là? Oui, oui, là, je vous vois. Mais vous voilà, parce qu'il faut parler pour activer la chose, hein, pour être certain qu'on puisse se voir. Alors, on plonge dans le vif du sujet. Donc, j'ai envie... parce que je pense que c'est la question qui est sur toutes les lèvres actuellement. On se demande beaucoup comment la crise sanitaire va modifier notre façon de vivre, notre rapport aux autres, puis notre rapport à l'économie. Alors, peut-être pour mettre la table, Rémi Quirion. Oui, question intéressante et peut-être 2 aspects. Mais je devrais dire en commençant, merci à la Chambre de commerce là, de Laval. Très heureux d'être avec vous ce matin. Je pense qu'on était tous, depuis 10-15 ans, peut-être un peu plus, là, avec les nouvelles technologies, la rapidité de tout ce qui se passait, on se pensait un peu invincible. Là. On peut aller passer le week-end à Paris, on revient, prendre l'avion, c'est comme aller chez le voisin, etc., etc. Et là, il arrive un petit virus que personne ne voit, mais qui met le Québec et le monde sur pause. Et là, finalement, ce qu'on voit là-dedans, c'est que l'humain est un animal très social. Mm-hmm. En plus, on est confiné. Donc, il y a des manques d'un peu partout, ce qui fait que on a pris conscience de l'autre, si on met ça un peu en termes philosophiques, là. Oui. Vraiment de l'autre. Il y a des points très positifs à tout ça, mais il y a aussi des inquiétudes. Hein? On marche dans la rue et on prend les 2 mètres, on essaie de rester un peu à distance, on a un peu peur de l'autre en même temps. Bon, et ça, je pense que ça va durer un certain temps. Donc, c'est un impact de la pandémie là
qui va avoir pour les années à venir des impacts en termes de transport, en termes bien sûr de nos voyages à l'étranger, en termes d'interaction dans la famille, peut-être moins, mais avec les gens qu'on ne connaît pas trop dans le bar, on va avoir un petit peu peur d'être trop près d'eux. Mais il y a peut-être un peur de l'autre un peu? Peur de l'autre un petit peu aussi parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a sur lui ou sur elle en termes de virus ou de bactéries et on était insouciants, mais là, on l'est de plus en plus de ce côté-là. Et peut-être qu'il va y avoir des bons côtés, comme par exemple, là, si on commence de plus en plus à tous porter des masques, bon, ça peut nous protéger un peu contre cette pandémie-là, contre la COVID, mais en même temps, l'influenza, la grippe, à l'automne, si on porte des masques, ben, l'hiver, il va y avoir moins de grippe. Donc, ça aussi, c'est un côté positif. Là. Il y a quand même des côtés positifs de tout ça. Et le deuxième grand changement, je pense, c'est qu'on a réalisé, et c'était mentionné par certains des intervenants avant, là, qu'on ne peut pas décider globalement à travers le monde de centraliser la production d'un produit X à un ou deux endroits. Donc, tous les chaînes d'approvisionnement, très importants, et on a vu des défis de ce côté-là, et pour se préparer pour une éventuelle deuxième phase, il y a énormément de travail au gouvernement du Québec, mais dans d'autres gouvernements, et dans l'industrie, pour être mieux préparé de ce côté-là, parce que lorsqu'on est très dépendant du voisin, et que le voisin ferme ses frontières, on a des problèmes. Exactement. Ben, Henri-Paul Rousseau, je pense que Rémi Quirion met la table en parlant justement de la conscience de l'autre, mais aussi des défis qui sont apparus pendant cette crise-là. Il y a aussi des intervenants qui sont avec nous aujourd'hui qui disent est-ce qu'on va revenir rapidement à ce qu'on a toujours été ou est-ce que vraiment ça va modifier notre rapport avec l'autre? Merci d'abord, Mme Grégoire. Merci à Caroline Deguire d'avoir organisé cet événement. Bonjour, Monsieur le maire, tout le monde. Ça me fait plaisir d'y participer. Une grande question, qu'est-ce que la crise sanitaire va modifier sur nos façons de vivre et en quoi ça va impacter notre avenir? Rémi l'a dit, mais je le répète, je pense qu'on était dans un environnement où on avait une certaine légèreté. On avait confiance, on faisait face, dans le fond, à des trajectoires qu'on croyait tous un peu linéaires, avec des choix, avec des questionnements, mais fondamentalement, notre environnement, soudainement, est passé de cet environnement de légèreté à un environnement qui est assombri. Il est assombri, puis là, je parle autant quelqu'un qui est un homme d'affaires, un maire de la municipalité, un consommateur, un travailleur. En fait, c'est notre environnement de décision, de travail, de loisirs, de tout ce qu'on fait dans la vie qui est soudainement assombri. On n'a plus cette légèreté qui était notre caractéristique. Oui, on avait des défis, mais dans le fond, on réussissait non, on est assombri. Principalement parce qu'on est assombri par un niveau d'incertitude qu'on connaissait pas avant, qu'on avait oublié. Et on réalise que non seulement il y a des incertitudes qu'on avait oubliées, mais plus important encore, qu'on fait face à des risques systémiques. Rémi en a parlé. Donc, des risques systémiques, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas les diversifier. Je ne peux pas les passer à quelqu'un d'autre, c'est tout le monde qui les a. Donc, on a les fameuses pandémies, mais on a aussi des risques de toute nature, des tsunamis, des problèmes de météo, des changements climatiques qu'on voit. Donc, on réalise seulement que, non, on n'est pas dans le monde qu'on pensait où on était. En fait, le monde dans lequel on est, soudainement, on fait face à un grand brouillard. Oui. Et tantôt, je vous écoutais avec le ministre, tout ça, c'est intéressant. Mais j'admire beaucoup ce qu'ils font, mais ils ont on doit être indulgent parce qu'ils font face au même brouillard que nous. Who knows? On ne sait pas comment cette pandémie-là va muter, comment cette pandémie-là va avoir combien de vagues, puis quel autre truc va nous arriver avant qu'on ait sorti de là. Donc, on est dans un brouillard dans lequel on fait face à des mosaïques de choix, une après l'autre, parce qu'on voit des petites clartés ici et là, mais en même temps, ça peut avoir pour effet un grand danger, c'est qu'on attend le retour à la clarté, à la légèreté pour prendre des décisions. Erreur. Donc, mon principal point par rapport à votre question, qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé ça. On est dans le brouillard, mais c'est pas parce qu'on est dans le brouillard qu'on ne doit pas planifier. Et c'est là qu'on doit se replier sur des choses fondamentales qui vont guider notre action, qui vont faire en sorte qu'on va faire des choix, peu importe ce qui se passe.
En d'autres mots, des choix qu'on ne regrettera pas. Et ces choix-là ont généralement comme caractéristique, et c'est mon deuxième point, d'être des choix sur le long terme. Et c'est difficile parce qu'on a les deux bottines pris dans la C'est ça. puis il faut penser à l'avenir. Et ça, c'est tellement difficile. Et donc, on pourra y revenir plus tard, mais pour moi, c'est ça le gros point, c'est le changement nous oblige à avoir un horizon. Et je parlerai tantôt de l'importance de l'horizon. Mais vous mettez la table sur quelque chose qui est tellement fondamental, mais en même temps tellement complexe, parce que je me souviens, il y a un intervenant de l'OMS qui avait dit, tu sais, on est en vol, il faut prendre des décisions, mais il faut agir, 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 il ne faut pas attendre. Mais Rémi Quirion, quand on agit dans une période de crise où on est en train de redéfinir le nouveau normal, c'est pas évident de pouvoir arriver au défi que nous donne Henri-Paul Rousseau, celui d'avoir cette perspective à long terme, parce qu'on a l'impression qu'on est un peu dans l'immédiat. Oui, je dois dire qu'avec les périodes très lourdes de la pandémie au mois de mars, au mois d'avril, jusqu'à la mi-mai, la région de Montréal, c'était très compliqué. Et je dois dire que nos dirigeants, le premier ministre, M. Legault, le ministre de la Santé, Santé publique avec Horacio Arruda, c'était dans l'urgence continuellement, là, 24 heures par jour, 7 jours semaine. Donc, ils ont mon admiration. Moi aussi, j'étais beaucoup impliqué là-dedans. Là. Oui. Et le Québec a été mis sur pause, mais plusieurs d'entre nous n'ont jamais autant travaillé toute notre vie. Mais, et comme vous disiez, par contre, le virus, on ne le connaissait pas vraiment. On le connaît encore mal. Et on devait prendre des décisions où nous, on recommandait des choses sur la base de données pas complètes. Mais on ne pouvait pas attendre, là. On ne pouvait pas dire, bon, OK, on va voir ce qui se passe au cours des prochaines semaines, des prochains mois, puis là, on décidera. Fait qu'on a fait des erreurs. Ça, je pense que tout le monde en convient. On fait des erreurs. Il faut accepter ça, Rémi Quirion? Il faut accepter de faire des erreurs? Dans des situations comme ça, oui, on fait des erreurs. Là, j'espère que pour la deuxième vague ou pour une prochaine pandémie, on va être mieux outillés en termes d'équipement, mais aussi beaucoup en termes de façon de faire, en termes de personnel lorsque ça touche à la santé. Si on se reporte au Japon il y a quelques années avec le tsunami, ils ont fait plein d'erreurs aussi. Hein, c'est des experts britanniques en conseil scientifique qui sont allés là-bas là, pour les aider. Fait que lorsqu'on est en crise, les livres de base, là, comme en bon franglais, les textbooks, là, le 101 du conseil scientifique, par exemple, ben, il va pas mal à la poubelle. On est dans l'immédiat, on doit fournir les meilleures réponses et des fois, ça marche bien, d'autres fois, un peu moins bien. Et on l'a vu, Laval, c'est les visitations, par exemple, du côté pour ce qui est des masques. Oui. Les données probantes, les données de la recherche, c'était pas évident encore. Là. Fait il fallait prendre le temps et c'est ça la science et la méthode scientifique, c'est pas le résultat du jour, c'est un processus qui prend un certain temps. Oui, j'ai envie de dire aussi parce qu'on parle justement de ce monde, vous avez parlé plutôt de ce monde dans lequel on se sentait invincible, on avait une certaine légèreté, mais on vit aussi dans un monde où l'information voyage à une vitesse incommensurable, ça met de la pression sur la prise de décision. Henri-Paul Rousseau, vous avez publié dans les dernières semaines un rapport que vous appelez le rapport Bourgogne sur la COVID-19, idées de politique économique, de gestion, de sortie de crise pour le Québec et le Canada. Et là-dedans, vous dites, la politique de la relance, ça ne peut pas avoir un seul objectif de soutenir les secteurs en difficulté. Il faut qu'on soit capable de voir l'avenir. Et c'est ce que vous disiez tantôt. Mais c'est tout un défi, puis je le vois dans les commentaires de chacun des intervenants qui écrit actuellement. On parle de résilience, on parle de capacité. Il y avait, je l'ai perdu de vue là, dans la liste, mais on citait encore Drucker qui disait, tu sais, il faut penser différemment. Dans le fond, ce que Stéphane Boyer disait tantôt, c'est casser le moule puis rebâtir le moule. Mais c'est tout un défi quand on est dans un contexte où il faut relancer notre économie sur des nouvelles bases, rééquilibrer les finances publiques à moyen terme. On a l'impression que c'est tout un programme. Vous avez raison, mais pour guider nos actions dans un environnement comme ça, et Rémi en parlait, on a des trucs très urgents à faire et il faut les faire. Le point que je veux faire, c'est qu'il faut faire une hypothèse de base. Cette hypothèse de là, quand on est c'est très scientifique, ça. Non, mais dans l'incertitude, il faut se donner quel va être l'environnement. Moi, j'ai proposé depuis le début qu'on ne doit pas penser après COVID. Il faut penser avec COVID.
Ah Et je oui, suis convaincu de ça. Et vous ça avez raison. ça veut dire qu'on a un horizon plus long avec cette maladie et ses conséquences. Premièrement, donc, j'ai un horizon plus long. Dans ce contexte-là, je privilégie les actions qui ont 3 trucs. La première, ils vont nous aider à gérer la crise. La deuxième, ils vont nous aider à relancer l'économie. La troisième, ils vont nous repositionner ou nous positionner mieux à long terme. Et quand je regarde une action gouvernementale ou privée dans une entreprise, parce que je suis aussi impliqué dans des entreprises, je me pose toujours ces 3 questions-là. En quoi c'est bon pour nos employés, nos clients à court terme dans la gestion de la crise? En quoi c'est bon pour relancer notre activité maintenant? Et en quoi c'est un geste d'investissement? Et mon problème actuel, c'est qu'on a trop de soutien et pas assez d'investissement dans les politiques publiques. On soutient, mais cet argent-là qu'on dépense, il faut rapidement l'arrimer et l'envoyer vers ce qui compte à long terme. Et on sait une chose à long terme. On n'a pas besoin d'avoir de grands discours. On a besoin que notre main-d'œuvre, le ministre en a parlé, c'est l'éducation, la formation de la main-d'œuvre, le recyclage. Peu importe ce qui arrive dans l'avenir, on le sait, on aura une grande partie de notre main-d'œuvre qui ne sera pas capable d'être utile parce que ce qu'il faisait avant va avoir disparu. Pas uniquement à cause de la COVID, à cause du numérique, la robotisation, les changements en rythme de santé, de paquet de choses. Et donc, pour moi, capital humain, il ne faut pas se tromper. Non, c'est ça. Parce qu'à partir du moment où on montre aux gens à apprendre, ce que je comprends dans ce que vous nous dites, c'est qu'à partir du moment où on montre aux gens à apprendre, ils vont être en mesure de s'adapter, peu importe le contexte, que ce soit une pandémie ou un changement technologique. Oui, puis il faut surtout apprendre à apprendre de nos jours. C'est ça. Et ça, c'est la règle. Et tout change. Et donc, pour moi, c'est ces grands principes-là qu'il faut mettre de l'avant. Après ça, oui, on peut aller dans le détail. Mais si on part avec l'idée qu'on attend que ça soit revenu à la normale pour agir et qu'on agit avec l'idée que ça sera la normale, on va se tromper. Là, j'essayais, donc la phrase de Drucker, pour que je la dise comme il faut, c'était le plus grand danger, c'est d'agir avec la logique d'hier. Parce qu'effectivement, il faut vivre dans le quotidien. Puis vous le disiez, Henri-Paul Rousseau, on peut penser aux propriétaires de bars qui certains ont agi dans le contexte comme on est dans l'après. Ben non, on n'est pas dans l'après, on est dans le dedans. Puis ça fait qu'on a une certaine adaptation à faire. Puis aujourd'hui, ben, on aura des annonces qui vont faire en sorte que certaines entreprises vont devoir encore trouver des nouvelles façons. Monsieur Quirion, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. On vous a vu, vous avez contribué beaucoup à déboulonner des mythes, puis c'est important, puis à partager tout le savoir parce qu'il y a de la recherche qui se fait vitesse grand V. Mais la communauté scientifique a eu aussi besoin de s'adapter parce qu'on a vu, entre autres, les investissements publics se diriger puis mettre des grosses sommes sur la table pour trouver des médicaments, pour trouver un vaccin. Alors, comment on est arrivé, à se mobiliser? Parce qu'il y a quand même des gardes de chapelle, là. C'est pas... le monde scientifique fait ça aussi, il n'est pas exempt de ça. Et comment on parvient, puis vous avez parlé tantôt de l'information du masque, comment on parvient à déboulonner les informations fausses qui se promènent? Donc, comment le milieu scientifique s'adapte, comment il apporte des réponses, mais après ça, comment ces réponses-là, on s'assure qu'elles sont partagées au plus grand public possible? C'était assez intéressant de voir au Québec, mais partout dans le monde, la communauté scientifique, des expertises de tous les secteurs, de toutes les disciplines, travailler ensemble. Donc, les données, on a fait beaucoup de ce qu'on appelle la science ouverte. Donc, plutôt que d'avoir le processus habituel, une publication qui prend 2 ans, les données sortaient, étaient mises sur des sites disponibles pour tout le monde, essayer d'accélérer le développement de médicaments, le développement de vaccins, comprendre le mécanisme d'action du vaccin, du virus. Ici au Québec, la communauté scientifique s'est mobilisée très rapidement et on recevait des propositions de recherche de plusieurs secteurs. Et finalement, de décider de créer un comité des fonds de recherche du Québec avec le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Et en deux semaines, on a reçu plus de 700 propositions de recherche. Incroyable. Donc, le monde scientifique était là, il était prêt. Il voulait vraiment travailler, trouver des façons d'aider pour essayer de s'en sortir le plus rapidement possible. Et ça allait du vaccin, mais jusque de plus en plus des aspects de santé mentale, de toxicomanie, les jeunes qui lâchent, etc., etc. Il y a ces volets-là aussi qui ont des impacts énormes de ce côté-là. Donc, mobilisation de la communauté scientifique et plusieurs chercheurs ont été très présents dans les médias aussi.
Donc, oui, là, bien, juste pour vous dire, professeur Quirion, justement, dans les commentaires, je vois des gens qui disent que le fait qu'il y a eu des scientifiques comme vous à l'avant-plan qui ont été médiatisés, ça a pris de l'attention médiatique et ça a fait du bien. C'était en même temps des beaux modèles parce qu'on parle de préparer l'avenir en même temps qu'on est dans la crise. Ça a été ça, là. Oui, beaucoup. Et moi, je dis souvent un peu à la blague là, que j'aime bien le hockey, là, mais on était bien de ne pas trop avoir de hockey. Ça fait de la place pour la science et pour les scientifiques. Maintenant, il faut garder cette place-là sur la place publique. Et oui, le public est très intéressé. Et aussi, je pense que le public, ça vient par ce qu'on mentionnait du côté des fausses nouvelles, là. Amener le public. Et des fois, c'est un peu difficile de comprendre la façon dont la science progresse. Mais à comprendre que c'est finalement le résultat du jour, c'est peut-être pas la vérité absolue, là. La science, c'est un long processus, c'est la méthode scientifique. On doit valider les informations et on peut avoir un président des États-Unis qui dit « Moi, j'y crois, que ce médicament-là marche ». Ça prend un peu plus que ça, là. Il faut vraiment, on peut pas... Mais c'est difficile quand on a donc des modèles, puis on en parlait hier, donc par exemple, un chef de l'opposition, un premier ministre qui porte pas le masque dans un endroit où c'est obligatoire, des influenceurs qui n'observent pas la distanciation sociale. Quand nous, on est en entreprise, puis qu'on tente de se relancer, puis qu'on voit que même les modèles ne parviennent pas à le faire, il faut que la science soit capable de venir nous outiller. Et là, c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, le phénomène des fausses nouvelles, en période de crise, bien, a pris de l'ampleur. Donc, et on comprend mal encore comment réagir. Donc, si on veut financer de la recherche dans ce secteur-là aussi, là, c'est de mieux comprendre ces phénomènes-là. À l'autre bout du spectre, ce qui est intéressant pour nous, vous parlez d'entreprises, il y en a à Laval énormément, la région de Montréal, à Québec, le Conseil du patronat nous a contactés. C'est relativement rare. Et là, on contactait, on disait, on aimerait parler avec vous. Et là, c'était les Bombardier, Air Canada, Aéroport de Montréal, Port de Montréal et plein d'autres qui disaient, nous, on ne peut pas nécessairement attendre après le gouvernement. Différentes règles, différentes façons de faire. On veut réouvrir. Est-ce que les chercheurs du Québec peuvent aider en termes d'avoir une montre qui permet de savoir est-ce que tu es assez loin de ton collègue. Oui, tout à fait. De tout ce qui est désinfection, donc énormément. Donc ça, d'avoir aussi ce lien-là avec le secteur privé, pour nous, c'est intéressant. C'est sûr que ce n'est pas moi qui fais ces choses-là, c'est des collègues chercheurs un peu partout sur le réseau qui, maintenant, vont avoir davantage de liens avec le secteur privé, avec la grande entreprise, mais aussi les petites et moyennes entreprises au Québec. Et comme disait Henri Paul, le nerf de la guerre, pour nous, au Québec, et un peu partout, mais particulièrement au Québec, c'est vraiment nos cerveaux. Oui. Oui, on a besoin de pétrole encore, malheureusement, on a besoin, là, mais c'est vraiment la relève, les jeunes, nos cerveaux, s'assurer qu'on a une éducation de la meilleure qualité, qu'on forme des jeunes qui sont très innovants, qui vont créer leur propre compagnie par la suite, les aider à faire ça, et les garder ici au Québec par la suite aussi. C'est là qu'il y a un défi, là, parce que plusieurs pays à travers le monde, pour sortir de la pandémie, vont investir massivement en recherche et innovation. Ce que la Corée du Sud ou l'Angleterre prévoit faire en intelligence artificielle, c'est 20 fois ce que le Québec fait en 5 ans. Là. C'est énorme. Donc, il va y avoir des compétitions pour les meilleurs cerveaux. Il y en a toujours eu, mais là, ça va être encore plus accentué au cours des années à venir. Ben, puis ça met justement, vous le disiez, Henri-Paul Rousseau, il faut apprendre à apprendre. Donc, le rôle de ces cerveaux-là, c'est aussi, dans cette vision d'avenir, d'être capable d'en créer de nouveaux, donc par la formation, par le fait de stimuler de la formation. Et je peux vous dire que dans les différents commentaires qu'on a, il y a 2 choses qui ressortent principalement. C'est justement, les gens sont très d'accord avec vous, Henri-Paul Rousseau, sur le fait qu'il faut vivre avec la crise. Et d'ailleurs, professeur Quirion, vous étiez aussi dans cette perspective-là. Et sur cet aspect d'apprendre à apprendre, cet aspect de la formation, on a vu le gouvernement du Québec mettre en place un programme. On a l'impression, par ailleurs, que c'est pas quelque chose, on dit toujours il faut valoriser l'éducation, il faut valoriser la formation, mais comment on fait pour passer de la parole aux actes, Henri-Paul Rousseau, pour que la formation devienne vraiment
un moteur de développement économique et que ce soit quelque chose qui soit autant valorisé dans la société de la petite enfance jusqu'à l'université, mais aussi dans nos organisations. C'est assez formidable hein, qu'un grand problème de santé va nous amener finalement à reconnaître l'éducation comme une priorité au Québec et même au Canada. Et pourquoi c'est comme ça? Je pense que c'est une très, très bonne nouvelle. D'abord, d'emblée, une population qui est bien éduquée, qui est bien informée, généralement est en meilleure santé. D'ailleurs, sur le plan sociologique et économique, on le voit. Okay? Donc, l'éducation et la santé, c'est la même médaille, mais des deux côtés. Votre question, c'est comment on fait pour que l'éducation et la formation redeviennent prioritaires? On l'entend déjà. Mais moi, je dis que le premier chantier, c'est le chantier du capital humain. Et là, je vais peut-être faire une hérésie. Je rêve du jour où les provinces, le fédéral, vont regarder l'éducation au niveau canadien et de faire quelque chose qui ferait en sorte qu'au niveau de la main-d'œuvre, et je fais une distinction. Oui. L'éducation scolaire, jusqu'à temps qu'on soit, disons, à l'université ou avant, peu importe, c'est une chose. Mais la formation de la main-d'œuvre, le recyclage, la capacité de prendre quelqu'un qui a 50 ans, plutôt de lui dire tu t'en vas chez vous. Mais non, à 50 ans, on est encore jeune de nos jours. On est capable d'apprendre et on est encore utile. On est capable d'avoir du bonheur en travaillant. Surtout dans un contexte qui va être de moins en moins physique et de plus en plus numérique. Oui. Et donc, pour moi, la question de la formation d'éducation, c'est d'augmenter le niveau de littératie au niveau des saines habitudes de vie en prévention, au niveau de la littératie numérique. Et ça prend des programmes où tout le monde se parle et s'entend pour le faire. D'ailleurs, en mon opinion, et je la documente très bientôt dans un petit document que je vais lancer probablement la semaine prochaine, qui va s'appeler le panier bleu, un outil pour la transition numérique et écologique du Québec. Oui. Et la raison pour laquelle, c'est que pour moi, la numérisation de notre économie, c'est un passage obligé pour reprendre le contrôle de l'écologie. Pourquoi? Parce que l'écologie, bien compris, c'est d'où ça vient, les produits et les services qu'on consomme, et quels sont les intrants, quelle est l'origine. Et ça veut dire qu'on comprend toute l'économie circulaire dont on a parlé tout à l'heure, M. le maire en parlait et d'autres en ont parlé. Il y a un lien très étroit entre avoir une numérisation de notre économie et la volonté d'en faire une économie qui est plus écologique. Et pour moi, ça fait partie de l'éducation. Et qu'est-ce que c'est que numériser notre économie? C'est de former nos travailleurs, notre main-d'œuvre, à être capable d'utiliser les nouvelles technologies. Et ça, la technologie, elle existe là. Oui, elle va continuer d'évoluer, mais on n'a pas obligé de l'inventer. C'est pas l'invention. L'innovation n'est pas là. L'innovation, c'est l'adaptation. Et adopter cette nouvelle technologie, c'est adapter. Et ça veut dire d'avoir une main-d'œuvre qui va être accompagnée pour qu'elle prenne cette technologie-là et en fasse un levier. Et pour moi, c'est ça la priorité de l'éducation, c'est faire en sorte que nos travailleurs soient maîtres de la technologie et non uniquement des gens. Souvent, on voit, on les consomme parce qu'on a les bidules et nos enfants et nos petits-enfants le font. Mais on parle ici de maîtriser la technologie pour l'éducation, le télétravail. On s'en va dans un monde numérique. Tantôt, on parlait des infrastructures. Je veux bien ça prend les infrastructures. Oui. Mais l'infrastructure la plus importante pour l'avenir, c'est l'infrastructure numérique. La pierre angulaire de ça, c'est la capacité de former le monde à distance et de les aider dans cette démarche. J'arrête ici, on pourrait en parler longtemps, mais... Oui, mais on a vu la limite de ça, hein, M. Rousseau. On a vu la limite de notre réseau de l'éducation qui a été... en tout cas, qui a pris beaucoup de temps à pouvoir s'adapter parce que justement, on n'était pas, nous, prêts à enseigner à distance. Donc, je pense que c'est une sonnette d'alarme ou en tout cas, c'est oui, tout à fait, mais moi, je ne jette pas la pierre à tous ces leaders du milieu d'éducation, privé comme public, universitaire et autres. Le but n'est pas ça, hein, vous savez. On a basculé, oui. OK? Mais c'est un constat. Cette bascule n'est pas terminée. Oui, on n'était pas prêts, mais qui était prêt? Très peu. Moi, je participe à Paris, à l'université, les autres non plus n'étaient pas prêts, puis j'ai des amis à Boston qui étaient plus avancés, oui, mais bien d'autres qui sont pas prêts. Tout ça, en fait, c'est un cri, comme vous dites, une annonce qui nous dit, il faut faire quelque chose, et ça doit se faire. Mon point, c'est de dire, il faut mettre des sous, là. Oui. Aux bons endroits, ce que je comprends. Faut pas mettre des sous uniquement dans la brique. Je veux bien relancer la construction, mais c'est un one-shot deal. Alors que si on investit dans la formation du personnel, de nos employés, de nos travailleurs, et que c'est fait de façon correcte, on va aussi contribuer à relancer notre économie parce que
Moi, j'aime mieux quelqu'un qui est payé à étudier que quelqu'un qui est payé à attendre le prochain chèque du fédéral. Et on le voit bien dans les pays scandinaves que, justement, les gens se forment toute la vie. Rémi Quirion, Henri-Paul Rousseau parle de briser les silos, en quelque sorte, hein, que la science contribue à faire avancer, par exemple, la numérisation de l'économie, mais que les gens puissent se l'approprier. Il ne faut pas que ça reste en silo, que le savoir reste pris à un endroit. Et vous, c'est un peu votre rôle de s'assurer qu'il y a ce lien-là qui se fait entre la recherche, mais aussi l'application et la mise en application. Oui, peut-être juste avant, dire qu'on est inquiet au Québec, là, les illettrés, les gens qui ne savent pas lire un quotidien, Oui. Lire un livre. C'est inquiétant. Mais ça va être encore plus dramatique, oui. Les illettrés du numérique. Tout à fait. Il y a le fossé numérique et il y a le fossé traditionnel de la littératie en général. Et souvent, je dis, les jeunes, les très jeunes, 3, 4, 5 ans, ils ont quelques neurones de plus que moi, là. Mm-hmm. Ils sont capables de jouer sur une tablette presque instinctivement, mais il ne faut pas laisser les autres, là. D'autres générations, comme quelqu'un a mentionné ça, 50 ans, c'est encore très jeune. Donc, offrir des possibilités de formation, on appelait ça formation continue, puis on avait souvent l'impression que c'était de deuxième niveau. Hein, oui. C'était pas d'aussi grande qualité. Exact. Il faut que la formation continue soit là et de très, très grande qualité et pour tous, pour être capable de se reformer 4-5 fois peut-être pendant une carrière. Parce que on va avoir besoin de ça, les choses bougent rapidement et d'adopter les nouvelles façons de faire, ça va être absolument, absolument essentiel. Et ce qu'on veut offrir de plus en plus, et ça a été, le ministre Boulet en a parlé un peu, là, et ça se fait chez vous à Laval, là, de plus en plus de stages en milieu de pratique. Hein, vraiment, oui. Là, offrir pour les jeunes, la jeune génération, d'aller dans l'industrie, apprendre, qu'elle soit petite, grande ou moyenne, mais apprendre sur ce qui se passe là et peut-être avec son intelligence ou de façon différente, de faire changer un peu les façons de faire. Mais ça ne vous inquiète pas, professeur Quirion, parce que il y a un moment donné, le monde de l'éducation, le monde universitaire particulièrement, était très inquiet de la proximité entre l'économie, si on veut, et l'éducation. Moi, je me souviens là, d'avoir vu même des manifestations étudiantes qui ne voulaient pas cette proximité-là. Vous, ce que vous nous dites, c'est qu'en quelque part, ça peut être profitable à la fois pour la personne, mais pour l'institution, parce qu'on se tient au fait, ce que je comprends. Et ça dépend des secteurs aussi. Là. Il y a des secteurs où ça se prête peut-être moins que d'autres. Mais Laval, avec le grand secteur des sciences de la vie, oui. L'aérospatial, d'être capable d'aller pour quelqu'un assez jeune, d'être capable d'aller dans ces institutions-là, dans ces industries-là, c'est vraiment ça peut être très, très formateur. Et ce qu'on veut offrir aussi maintenant de plus en plus, au fonds de recherche, on en a parlé avec le ministre responsable, le ministre de l'Économie et de l'Innovation, si quelqu'un a 50 ans et il veut apprendre quelque chose de différent, changer un peu ce qu'il fait, être capable de lui offrir des bourses. Parce que le système qu'on a est très linéaire. Hein? Tu fais ton collège, tu commences ton premier cycle, tu fais ton deuxième. Si tu as le malheur d'arrêter un peu entre les deux, là, tu n'es plus éligible pour aucun programme. Exact. Pour les femmes en particulier, ça peut être dramatique. Tu décides d'avoir un enfant et là, de réentrer dans le système, c'est pas simple. Donc ça, on veut être beaucoup plus flexible et ça fait partie d'un autre dossier sur lequel je travaille à la demande du ministre Roberge et maintenant, c'est la ministre McCann sur l'université de demain, l'université du futur. Et il y a plusieurs volets qui sont associés à ça, là. D'apprendre au long de toute sa vie, là. Et c'est pas parce que tu as un PhD à tel âge que là, tu sais tout, puis c'est fini. Que tu sais tout, puis c'est fini. Il faut continuer à apprendre toute notre vie. Et on est chanceux à Laval, la région de Montréal, la Montérégie, quand même un bassin de réseau de collèges, d'universités, de CCTT qui travaillent déjà assez bien, assez étroitement avec les industries. Donc, c'est quand même très riche, ça. Et s'assurer qu'on garde notre capital humain, là, on fait des offres excitantes pour nos jeunes pour s'assurer qu'ils restent ici. Ça, je pense que c'est un défi pour moi, là, mais c'est un défi certainement pour plusieurs d'entre nous. Est-ce que dans cette demande qu'on vous a fait, parce qu'il y avait une question tantôt qui passait sur la reconnaissance des compétences, parce qu'on parle beaucoup de formation, mais on pourrait parler d'immigration, et je pense qu'un des endroits où ça a été très difficile, c'est la reconnaissance des compétences des nouveaux arrivants. Est-ce que ça fait partie du mandat qu'on vous a confié aussi? Dans l'Université du savoir, pas énormément, parce que c'est vraiment plus des corporations professionnelles, mais là, il y a du travail à faire aussi. Et on espère peut-être que là aussi, la pandémie va nous amener peut-être un peu ailleurs,
oui, on comprend que pour être médecin, on a besoin d'un certain type de compétences. Infirmier, infirmière aussi, et ingénieur. Mais ces groupes-là, je dirais, là, sans, je ne veux pas trop les offusquer, mais ça n'a pas évolué beaucoup Non, c'est depuis lent. plusieurs années. Fait que si on a besoin de plus de monde, on l'a vu pendant la pandémie, là, dans le domaine du secteur de la santé, on avait besoin de beaucoup de gens. Et peut-être qu'on n'a pas été aussi flexible ou agile qu'on devrait l'être pour être capable d'accueillir ces immigrants-là, bien les intégrer dans notre société en leur offrant des emplois de grande qualité, là. Ben, puis là, vous avez constaté que déjà, je prends les commentaires et on dit que justement au Collège Montmorency, il y a un programme de bourse stage et ça fonctionne très bien. Donc, ça fait partie des choses qui sont à accélérer peut-être. Henri-Paul Rousseau, vous avez fait réagir un peu quand vous avez parlé de l'économie numérique et de l'écologie. Certains se demandent justement si c'est aussi vert que ça, le télétravail, parce qu'on sait que les centres de données ont une empreinte écologique importante. On en a parlé, entre autres, avec les bitcoins. Alors, j'ai envie de vous entendre là-dessus un peu. Oui, je suis content que vous posiez la question parce que j'étais sur le point de réagir quand j'ai vu plusieurs commentaires là-dessus. C'est un sujet important. Un sujet très important. La vérité, c'est que le Bitcoin, qui est très connu comme une des technologies qui est en fait repose sur ce qu'on appelle les registres distribués, donc la technologie du blockchain. Les bitcoins, c'est consommateur d'énergie de façon épouvantable. Et la raison, c'est un réseau public et comme on veut la transparence et que chacun doit vérifier la transaction, ça prend des heures et des heures d'ordinateur. Donc, ça, c'est un truc très précis, c'est le bitcoin qui a ses problèmes. Et la technologie du blockchain n'opère pas uniquement sur des réseaux publics. Elle opère d'abord sur des réseaux qu'on appelle privés et souvent des réseaux fédérés, de sorte que dans ce cas-là, la capacité de la technologie de réduire la transparence va très, très rapidement et on n'a pas ces problèmes de consommation énergétique. J'ajoute que dans le cas du Québec, comme nous avons de l'électricité et on veut en vendre à l'étranger, si ça arrivait qu'on a une technologie de blockchain privée et fédérée qui serait tout en étant moins énergivore pour utiliser le surplus d'électricité, on ferait une pierre deux coups. Si de plus le reste du Canada prenait de l'électricité, ça serait bien aussi. Bon, ceci dit, il n'y a rien de blanc et noir dans les domaines de l'écologie et de numérique, mais le deuxième point, c'est sur le télétravail. C'est à voir, hein, si la consommation de pétrole et toute l'empreinte énergétique et l'empreinte écologique associée au travail quand on se déplace au bureau, qu'on revient le soir, avec la pollution qu'on fait des villes. On l'a vu, notre ville de Montréal et toutes les villes de la planète, il y avait beaucoup moins de brouillard, beaucoup moins de smog, comme on dit, parce que le télétravail était là plutôt que l'automobile. Donc, c'est pas un clean cut, cette affaire-là. Il faut vraiment regarder ça comme il faut. C'est un vrai problème, je ne le cache pas. Cependant, pourquoi la numérisation a une qualité numérique? Un grand impact sur l'écologie, c'est qu'elle donne l'information au consommateur d'où vient son produit. Et s'il veut consommer local, il doit savoir ça a été quoi l'empreinte écologique du produit que je consomme. Et ça, seule la numérisation va nous le donner. Donc, c'est un autre sujet. C'est là-dessus que je vous disais que c'est un autre papier que je suis en train d'écrire. Mais je pense que c'est un sujet important. Exactement, et qu'on peut aborder parce que je suis certaine que parmi les participants qui sont avec nous, plusieurs se demandent, puis je pense que c'est Stéphane Boyer qui l'a abordé tantôt, plusieurs se demandent, on parle beaucoup d'achat local, mais en même temps, notre économie, l'économie du Québec a un bassin limité, on parle de 8 quelques millions de personnes. C'est une économie qui est basée beaucoup sur l'exportation. Alors, si tout le monde se met à faire de l'achat local, comment on va faire pour soutenir la croissance, Henri-Paul Rousseau? Encore une fois, c'est pas une question blanc et noir. Exact. Le Québec, son PIB est équivalent à sa taille de la population. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand on prend toutes nos importations, c'est 49,8% du PIB. 35 points quelque chose vient de l'étranger, 15,5 viennent du reste du Canada. Donc, quand on consomme un bien ou un service au Québec, il a de fortes chances d'avoir un contenu étranger très important. Donc, on ne trouvera pas, on ne parle pas ici des artisans, des artistes, des trucs qui sont purement locaux, qui comptent
sont importantes pour notre culture, pour notre savoir-faire. Mais quand on parle de consommation locale, on parle des produits agroalimentaires, des produits manufacturiers, ce qu'on retrouve à la fois sur la table et ce qui fait fonctionner notre économie. Et ça, c'est sûr qu'on vise pas par l'achat local à faire en sorte qu'on passe à un taux de consommation locale qui va nous empêcher de faire du commerce avec le reste de la planète. By the way, nous, on importe 48 mais on exporte 47 Donc, on est très imbriqué dans l'économie nord-américaine et l'économie mondiale. Ça va demeurer. La question, c'est que comme il y a une empreinte écologique très importante quand vous achetez, disons, un petit panier de bleuets qui vient du Chili, c'est très santé, comme on va vous dire, c'est très bon pour un paquet de choses. Mais sur le plan écologique, l'empreinte écologique de ce panier-là, j'aimerais ça savoir, elle est quoi par rapport à si j'achète des bleuets qui sont faits chez nous en serre. Ça, c'est un exemple. Okay? Ah oui, bien là, on l'a vu, hein, il va y avoir une annonce, voilà. Une annonce imminente sur les tarifs hydroélectriques là, pour les serres. Alors donc, puis moi, je suis d'accord avec ceux qui disent qu'il faut à tout prix que la relance, on dit la relance, mais il faut que l'avenir soit une économie qui est aussi écologique. On ne peut pas passer à côté. Mais le chemin pour ça, c'est pas simple de dire on veut que tout soit écologique demain matin. Ça prend une trajectoire. Et dans cette trajectoire-là, je dis simplement que le numérique joue un rôle important parce que c'est le véhicule par lequel les consommateurs, les producteurs vont être informés. Un grand sujet, mais c'est très, très important que l'information, la transparence, c'est la base de l'écologie. Sinon, c'est intéressant parce qu'il y a quelqu'un qui nous propose un outil de traçabilité qui inclut l'empreinte écologique des biens consommés. C'est une bonne idée, ça, Rémi Quirion? C'est quelque chose qui est dans les cartons de nos scientifiques? Oui. Il y a quelques chercheurs en milieu académique, mais aussi dans les PME qui travaillent sur ça au Québec. Puis il y en a bien sûr dans le monde. Mais peut-être pour rebondir un peu sur certaines des commentaires précédents, je pense qu'il faut viser l'excellence. L'excellence en recherche, l'excellence en sciences, donc ça prend des investissements. J'ai déjà parlé là, de nos universités, nos collèges comme les PME du savoir, si on veut. Là. Oui. Et excellence des produits, si on vise à avoir des produits d'une très grande qualité, oui, peut-être qu'ils vont être un peu plus chers, mais on va peut-être être plus près du modèle de la Suisse, qui est aussi un petit pays, mais qui tire très bien d'affaire parce que leurs produits sont de très grande qualité. Tout à fait. Fait aussi viser la qualité dans nos produits, pas juste la moyenne, si on veut. Donc ça veut dire qu'il faut que les gens soient très bien formés. Il faut que l'industrie soit à la fine pointe, qu'on puisse se mettre à jour avec les nouvelles technologies continuellement. Et bien sûr, les gouvernements peuvent aider aussi en termes à l'international, faciliter les échanges et tout ça. Mais je pense que l'excellence d'un produit, c'est absolument essentiel. Pour ce qui est de l'écologie, et là, j'espère que peut-être un peu naïf, mais j'espère que la pandémie va nous amener là un peu plus. On a vu qu'on pouvait faire des choses rapidement pendant cette pandémie-là. C'était très concret. Oui, les cycles se sont rapetissés, là, vraiment, sont devenus tout petits. Et le voisin pouvait atteindre la COVID, certains en meurent, tout ça, donc très concret. Donc maintenant, ce qu'on essaie de voir du côté recherche, du côté sciences, c'est plus des sciences sociales, sciences humaines. Est-ce qu'on peut pas utiliser ça pour essayer de montrer à nos concitoyens les changements climatiques, ça veut dire quoi pour moi? Oui. Pas aux Nations Unies, là, puis pas, chez nous. Pas au Québec, mais dans ta ruelle, ça veut dire quoi? Donc, très concret. Et si on essaie de trouver une nouvelle façon pour rendre ça vraiment très terrain, et là, il va y avoir des rôles c'est déjà en marche, mais très importants pour les villes et les régions. Parce que c'est vraiment là, dans le concret, c'est la municipalité qui a le lien très étroit avec le citoyen. Donc, on veut travailler davantage, nous, au niveau de recherche, là, avec les villes au Québec, pour vraiment voir est-ce qu'on ne pourrait pas accélérer cette transition écologique-là. Puis on parlait d'économie circulaire, avoir des réseaux d'économie circulaire, des choses comme ça, là, pour sensibiliser un peu tout le monde à ces besoins-là. Et il y a beaucoup aussi de nouveaux savoirs là-dedans. Exact. Et une nouvelle économie qui va créer des emplois de qualité aussi. Ouais, c'est intéressant parce qu'on vous parlait de travailler en réseau dans le fond, hein, puis il y a un de nos participants qui fait partie du Swiss Hub, qui est une chambre de commerce qui est située partout dans le monde et qui permet de partager les meilleures pratiques. Vous parlez de cette qualité, mais vous parlez aussi
de cette rapidité qu'on a appris en temps de crise. Moi, j'ai envie d'ajouter qu'on a accepté aussi que tout pouvait ne pas être parfait du premier coup. Pour moi, c'est une des leçons qu'on peut tirer de cette crise-là. On arrive déjà à la conclusion, ça va tellement vite, mais je pense que les gens ont pu aussi contribuer à la discussion. J'espère que tout le monde y a trouvé son compte, mais j'ai envie au moins de vous entendre en conclusion pour savoir justement si une des leçons à tirer, c'est qu'on a accepté que tout n'avait pas à être parfait du premier coup, quelles autres leçons on peut tirer et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça justement pour devenir une société apprenante qui se projette dans l'avenir parce qu'il faut apprendre à vivre avec la crise et peut-être définir une nouvelle normalité. Henri-Paul Rousseau? Ma suggestion, je la répète, je pense qu'il faut tous penser à avoir une réserve stratégique et plus précisément contribuer à la réserve stratégique. Et ce que je veux dire par là, c'est pas d'avoir un grand nombre de rouleaux de papier de toilette chez soi. Ce à quoi je réfère, c'est on sait qu'on aura d'autres crises, qu'on aura d'autres tsunamis, qu'on aura d'autres situations comme aujourd'hui. Donc, il faut que nos villes, il faut que nos organisations privées, publiques, que nous, les individus, on développe une plus grande flexibilité. Je dis un peu une double vie. Par exemple, si je suis un mécanicien dans le secteur de l'automobile ou un ouvrier, c'est bien, c'est mon métier, je gagne ma vie. Mais avec mon employeur, il devrait y avoir un programme par lequel je vais devenir, supposons, un pompier. Oui. Pompier volontaire. Donc, je suis en réserve. Donc, je deviens pompier en réserve. Un autre, ce sera d'autres dimensions. Je vais être capable de construire des lits. Un autre, ce sera être capable de soigner les personnes âgées. Donc, de développer une flexibilité individuelle et fonctionnelle, c'est ça le concept de la réserve stratégique, c'est d'avoir une double capacité. J'ai ma vie comme citoyen, comme employeur, comme employé, comme patron, peu importe ce que vous faites comme chercheur, mais je dois aussi être en réserve de la société. Et je peux contribuer à un désastre écologique, je peux contribuer et je lever la main. Je suis enregistré dans un registre complet et quand ma ville a besoin de moi, on me dit, voilà, on a un désastre ce matin près de la rivière, on a besoin de 500 personnes, tu fais partie de la liste, est-ce que tu es disponible telle date? Et sinon, on fait un horaire. Ça, c'est le concept de la réserve stratégique. Elle doit être répandue à travers le pays. Dans ça, on doit ajouter réserve stratégique des médicaments. Rémi en a parlé, il ne faut pas citer un seul pays. Ça prend aussi des réserves stratégiques au niveau du paramédical et du médical. Mais mon idée, c'est de développer de la flexibilité, aussi dans les usines. Oui. Il faut qu'une capacité, et on a eu des usines qui ont été rapidement capables de produire des masques. D'autres ont été capables de produire d'autres choses. Mais ça a été un peu long. Donc, il faut rendre ça plus systématique. On doit penser à une économie qui a une double vie. Voilà. Mais c'est fantastique parce que, évidemment, on y pense quand on arrive en temps de crise comme ça, puis on l'a vécu. On cherchait tous à vouloir contribuer d'une façon ou d'une autre. Certains sont allés donner du sang, c'était ça la contribution qu'ils pouvaient faire. D'autres ont pu soigner les aînés. By the way, là, je veux rapidement que le fédéral arrête de dépenser de l'argent, garder le monde chez eux. Il faut les mettre sur la double vie au plus sacrant. Oui, là, j'ai compris ça. Voilà. Moi, j'ai compris ça. Donc, on s'inspire aussi de ce qui se passe dans les pays du nord de l'Europe, puis on apprend toute la vie, ça. J'ai compris ça pour avoir cette réserve stratégique. Rémi Quirion, des leçons, votre vision d'avenir? Je pense que, comme ça a été mentionné aussi, la flexibilité. Donc, dans nos systèmes, que ce soit privé ou public, beaucoup plus de flexibilité. Oui, on doit avoir des normes et des règles, mais on en met des couches à chaque décennie, on en ajoute tellement qu'on n'enlève pas. Donc, avoir de la flexibilité, très important, et de l'agilité. Il y a quelqu'un qui venait de le dire, justement. Vu dans la période de pandémie, là, comme vous avez mentionné, les masques, le désinfectant et tout ça. Donc, il faut garder aussi ces qualités-là. Et ça, le réseau de l'éducation, de l'enseignement supérieur, un peu de travail à faire de ce côté-là, là, pour être plus flexible et agile. Ah, mon Dieu, mais vous avez été extraordinaire. Je pense que ça met la table pour nos chantiers. Il y a beaucoup de matière à réflexion sur ces leçons apprises, mais aussi cette vision d'avenir. Alors, on comprend qu'on est toujours dans la crise, il faut apprivoiser la crise, vivre avec, mais que là-dedans, on peut tirer des apprentissages qui sont riches, qui nous permettent, nous, d'être des meilleurs, je dirais, des meilleurs humains, hein, mais aussi des meilleurs contributeurs, puis qui s'adaptent à la réalité. Merci beaucoup, Henri-Paul Rousseau. Merci, professeur Quirion, d'avoir été avec nous. Moi, ça met fin à ma participation avec vous et je vais passer la parole à Caroline Deguire qui va vous expliquer un peu
comment vont se dérouler les chantiers, les 6 chantiers auxquels vous allez pouvoir contribuer pour mettre la table justement, pour être flexible, agile et avoir cette capacité de vous adapter tout en courant. Hein? C'est ça qu'il faut faire pendant la crise. On est dans la crise, donc on court et on s'adapte en même temps qu'on fait les choses. Alors, Caroline, à toi la parole. Monsieur Quirion, Monsieur Rousseau, un grand merci d'avoir osé pousser cette réflexion scientifique, économique, mais surtout humaine. Merci. Et Marie, franchement, là, un grand merci, tu le sais, de niveau humain, là, je ne suis pas là pour le démontrer, mais ça me fait vraiment plaisir. Je n'aurais pas pu imaginer des meilleures équipes à tous ceux qui ont eu la chance, Monsieur le maire et autres qui ont participé, et également le ministre Girard. Ce n'est pas fini. Là, on le sait que c'est beaucoup. On vous a demandé une grosse journée aujourd'hui. On vient de passer les 2 premières parties à mettre la table, à pousser la réflexion, mais vous l'avez vu vous-même, vous avez été témoin dans le chat. Vous faites partie tous et toutes de cette réflexion. On a vu la qualité de ce qui sort également et qui continue à nous alimenter. Alors maintenant, la parole va être à vous tous et vous toutes. Mais pas juste la parole, l'action. Là, je dis, on va remonter nos manches virtuelles et c'est ensemble qu'on va la refaire, cette relance, se réinventer pour nos entreprises, notre collectivité lavalloise et bien au-delà, on le sait qu'on est capable de rayonner. Alors, tout le mois de juillet et toute l'année durant, la Chambre va être bien active. Vous allez voir, je vous invite là, à aller regarder. Il y a toute une programmation complémentaire au forum qui est déjà sur notre site. On vous encourage vivement. On peut vous dire que le ministre Boulet, ministre du Travail, donc de l'Emploi et de la Solidarité sociale, va être ici mardi prochain le 14 juillet à 13h. C'est un rendez-vous, c'est gratuit, donc allez vous inscrire. Et on va bientôt, dans les prochaines minutes, automatiquement, vous rediriger dans une salle. Moi, je vais peser sur le piton. Et donc, le système magique, on espère, ça devrait bien fonctionner, on a fait plein de tests. Vos chantiers, si jamais il y avait quelque chose et que vous souhaitiez revenir dans ce que j'appelle ici la plénière, équivalent d'une grande salle dans une conférence, il y a des membres de la permanence de la Chambre qui vont rester ici et qui vont pouvoir vous redispatcher, vous réorganiser vers une autre salle de plénière, si jamais, pas plénière, pardon, de chantier, si jamais vous le souhaitiez. Je répète, les chantiers démarrent aujourd'hui, mais vont vivre une année durant. Il y a peut-être des gens que vous connaissez que vous allez vouloir ajouter à ce chantier-là au courant des prochaines semaines. Gardez vos collaborateurs, collègues ou connaissances en tête pour bonifier le travail qui va être fait. Alors, si jamais il y a quoi que ce soit, moi, je vais faire le tour des petits chantiers, vous dire un petit coucou, m'assurer que tout est correct. Mais encore une fois, un grand merci pour cette première et seconde partie. Et on va doucement, donc, Open All Rooms, on s'essaye. Alors, je vous invite donc à cliquer et à vous rendre dans vos chantiers. Et encore une fois, merci tous.